je voudrais juste tester que vous me voyez bien, vous voyez bien la présentation et vous m'entendez correctement. Alors, nous pouvons commencer. Alors, la première question, c'est est-ce que déjà, normalement, on a commencé ici, est-ce que tout le monde me voit bien et m'entend correctement? Parfait. Bah, écoute, je vous propose de patienter encore peut-être 2-3 minutes, que les personnes attendues arrivent, et puis ensuite, on peut lancer le webinaire. Parfait. Juste, est-ce que la présentation aussi de votre côté est bonne? Vous voyez la présentation avec le webinaire Smart Building, les éléments composant une architecture Smart Building? Ah, il manque le i dans Building. Oui, il manque le i dans Building. J'en suis désolé, c'est vrai que c'est un peu... Vous avez raison, bah ça... Écoutez, c'est trop tard pour modifier. Oh là là, j'ai fait ça un peu trop rapidement. Alors attendez. Je corrigerai pour vous envoyer une présentation de Dindosny. Ça fait partie des... Donc voilà, je vais passer sur un autre slide, comme ça. Merci Alain. Pas du tout. Non, je me suis habitué depuis le temps. Je sais que c'est pas mon point fort. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Il y a déjà 15 personnes en ligne. Il est 11h02. Donc, bah, tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de webinaire sur le sujet du smart building. Donc, le but, c'est de reprendre et puis de continuer sur cette thématique d'explication et puis de partage de connaissances sur les aspects smart building. Donc, ce que je vous propose, un peu comme tous les webinaires, j'ai une présentation, je vais essayer de la faire durer 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat, et puis bah, à la fin, j'essaierai de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour répondre progressivement à l'ensemble des questions qui sont dans le chat. Donc l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'était de vous présenter, vraiment de rentrer dans le détail de l'architecture d'un smart building, donc l'architecture des différents composants techniques qui composent le smart building, d'expliquer un petit peu cette architecture, et puis à la fin, toujours de reprendre et de bien nommer les choses, parce que vous savez que nous, on travaille sur un sujet qui est le BOSS, le Building Operating System, et au fait, la définition du BOSS n'est pas forcément claire pour tout le monde, surtout que pas mal d'entreprises, en gros, proposent des BOSS, mais avec des définitions différentes, et donc j'essaierai à la fin de reprendre cette architecture et vous donner ma lecture de l'ensemble des solutions qui se positionnent comme BOSS, et puis essayer peut-être de donner un nom très concret à chacune des solutions, parce que globalement, bien nommé, c'est déjà le début de la compréhension, on va dire. Donc, je vais reprendre aujourd'hui quelques éléments, tout d'abord pour vous présenter peut-être une minute Spinalcom, ce qu'on fait, puis ensuite aller vraiment dans le détail de l'architecture, de l'évolution vers Smart Building, et puis de la précision de cette architecture. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et à les mettre au fur et à mesure. Alors, on va commencer, quelques mots d'abord sur Spinalcom. Donc Spinalcom, vous savez on est éditeur de logiciels et on travaille essentiellement sur le BOSS, et je pense que ça, c'est l'image qui représente bien la vision euh, qu'on essaie de porter, en tout cas, qui est qu'on veut essayer d'accompagner finalement la transition du bâtiment vers le bâtiment digital, avec une définition du bâtiment digital qui est un peu double. La première, ce serait un bâtiment qui propose un grand nombre de services digitaux de qualité, et donc pour ça, il va falloir, entre guillemets, faire
reposer l'ensemble de ces services digitaux sur une fondation digitale qu'on appelle le BOSS, de la même manière que votre PC fonctionne sur une fondation digitale qu'on appelle l'OS, Windows par exemple, ou que votre smartphone repose sur iOS ou Android. Et donc, cette fondation qui va permettre finalement de faciliter le développement de nouvelles applications à forte valeur ajoutée, de qualité et de rendre interopérables les différentes applications ou les données entre différentes applications. Donc aujourd'hui, voilà ce sur quoi on travaille très concrètement depuis 7 ans maintenant et ce sur quoi on va continuer à travailler, dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, on travaille, pour un grand nombre d'entreprises, principalement dans le monde du bâtiment tertiaire, heu, historiquement, et on commence aussi à travailler dans le monde du bâtiment industriel et des infrastructures qui ont finalement des besoins à peu près comparables. La différence, c'est qu'on va pas s'orienter plutôt sur le bien-être des occupants, le workplace ou la gestion des espaces, mais plutôt sur la maintenance prédictive et sur l'exploitation. Voilà, et de plus en plus, on travaille aussi avec des partenaires intégrateurs comme OnePoint ou Capgemini pour aller, proposer finalement, ces solutions de building operating system avec une vision stratégie de digitalisation d'un patrimoine et pas simplement bâtiment par bâtiment, même si on reste, bien sûr, attaché au bâtiment avec un OS par bâtiment. Voilà, et donc aujourd'hui, donc c'est moi, Jérémy Bellec, donc je suis président de Spinalcom. C'est moi qui vous présente, ce webinar. Et pour me présenter aussi un petit peu, donc aujourd'hui je suis président de Spinalcom. Ça fait, maintenant 15 ans que je travaille sur les thématiques de jumeaux numériques, et à la base, j'ai un doctorat en analyse des structures à l'École normale supérieure de Cachan. Donc ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur la gestion de données, sur l'analyse, des données de systèmes physiques et sur les thématiques de jumeaux numériques. Alors je vais pas, aller plus loin sur Spinalcom. L'objectif, c'est de parler de smart building aujourd'hui. Donc le smart building, globalement, on va se donner déjà, une architecture cible. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de discuter de l'évolution progressive vers le smart building. Et on présente souvent un schéma qui est, orienté entre guillemets autour du QI du bâtiment intelligent. C'est-à-dire qu'en gros, si on essaie de donner une note d'intelligence au bâtiment et que cette note d'intelligence, on peut à plusieurs manières, mais une manière simple, c'est de dire le nombre d'applications concrètes que propose votre bâtiment ou le nombre de services digitaux, que propose votre bâtiment. Donc en gros, plus le bâtiment propose de services digitaux, plus il est intelligent. C'est une manière de décrire les choses. Et donc l'objectif, c'est de passer d'un système finalement qui propose peu de services silotés, c'est ce qui existe aujourd'hui, à un bâtiment progressivement qui va proposer énormément de services, d'applications digitales, interopérables, compatibles les unes avec les autres. Voilà, qui sont capables de s'échanger des données et qui sont capables aussi de consommer les données du bâtiment. Donc dans ce cadre-là, quand on présente ce petit schéma, si je vais un petit peu, la partie gauche ici, sur la partie gauche, on va présenter le schéma de bas en haut. On commence par exemple dans votre bâtiment, vous avez souvent des capteurs, des actionneurs, en gros une partie automatisation qu'on a représentée en bleu. Cette partie, capteur et automatisation, elle est reliée à un réseau. Donc, par exemple, quand on parle de GTB, de système de sécurité incendie ou de contrôle d'accès ou d'autres systèmes. Et ce réseau-là, il va permettre de transférer les données à des applications qui d'abord mettent en œuvre une description du bâtiment, ce qui est représenté en orange, donc ce qu'on appelle un référentiel de description du bâtiment. Quand vous intégrez une GMAO, la première chose que vous faites, c'est paramétrer le référentiel de description du bâtiment, étage, local, équipement. Quand vous paramétrez un superviseur GB, vous paramétrez aussi ça. Quand vous paramétrez un IWMS, on a toujours un référentiel de description du bâtiment. Puis ensuite, vous avez une application spécifique. Donc aujourd'hui, chaque application est silotée, c'est ce qui est représenté sur la gauche. On a évolué depuis quelques années avec, par exemple, le référentiel proposé par la SBA, qui est le R2S, qui propose finalement de mutualiser l'infrastructure réseau, donc en jaune, l'infrastructure physique. L'infrastructure physique, voilà, mais on a mutualisé entre guillemets que l'infrastructure physique. On fait de la convergence vers l'IP, ce qui se fait un petit peu dans tous les domaines aujourd'hui qui reposent sur des réseaux. Donc on fait de la convergence vers l'IP. Mais par contre, on n'a toujours pas mutualisé la description du bâtiment. Donc vous avez encore autant de descriptions du bâtiment qu'il y a d'applications qui jouent sur le bâtiment. Et donc là, ce qu'on propose aujourd'hui avec le BOSS et le jumeau numérique, c'est de mutualiser la description, le fait qu'il y ait un référentiel de description unique du bâtiment et le fait qu'il y ait un logiciel qui soit en charge finalement de rationaliser la gestion des données pour faire en sorte de pouvoir plus facilement déployer des applications digitales avec une API unifiée au-dessus.
Donc on voit bien que le passage de la gauche à la droite, c'est qu'on a chaque application, on en a peu et elles coûtent très cher et elles sont silotées. Alors qu'à droite, on a beaucoup d'applications qui coûtent peu cher, qui reposent sur un référentiel unique et un réseau unique et qui mutualisent la gestion des données qui viennent des différents équipements aussi dedans. Donc dans un cas, on a peu d'applications, plutôt chères. Dans l'autre cas, on peut arriver à quelque chose qui a beaucoup d'applications, beaucoup moins chères à déployer. Et donc ça, c'est vraiment ce qui se passe, hein, ce qui s'est passé quand on est passé du téléphone au smartphone, quand on est passé du mainframe au PC. Voilà, on a entre guillemets créé une infrastructure digitale euh, euh, qui sert un peu de fondation digitale sur laquelle on va ensuite pouvoir plus facilement déposer nos briques qui sont nos applications. Alors ça, c'est un schéma qui est, entre guillemets, «très simplifié» et en fait, ce schéma très simplifié, il permet de comprendre la logique, il permet de se projeter, on le présente, voilà, mais si on en reste là, on va pas pouvoir aller plus loin du tout, on va pas pouvoir aller vraiment comprendre ce qu'il faut faire pour, finalement, pour aller vraiment évoluer vers le smart building. Il faut rentrer un petit peu dans le détail parce que, finalement, c'est au niveau de ces détails, heu le bâtiment, c'est pas aussi simple que ce schéma-là, en fait. Tout est beaucoup plus compliqué, le nombre d'applications est beaucoup plus compliqué, le nombre de sources de données est beaucoup plus compliqué et si j'essaie de reproduire un petit peu ce schéma-là, mais vraiment en rentrant un petit peu dans le détail de l'architecture, on arrive sur le schéma suivant, qui est celui-ci. Alors ce schéma-là, il essaie de vous présenter maintenant concrètement ce qu'on pourrait avoir comme architecture cible d'un système d'information bâtimentaire, ce qu'on appelle le BIS, aussi Building Information System. Et vous voyez bien que j'ai essayé de respecter les codes couleurs, entre guillemets, en mettant en jaune la partie réseau. Donc déjà, les réseaux, il n'y en a pas qu'un. Il y a le réseau Internet, il y a le réseau lié à l'intranet ou le réseau IP bâtimentaire, il pourrait même y en avoir plusieurs. J'ai gardé en bleu la partie basse qui correspond à ce qu'on appelle les systèmes OT. Donc au final, on n'est pas seulement sur des équipements, on est sur des systèmes d'information. Voilà, ce n'est pas directement le luminaire qui nous fournit de la donnée, c'est la gateway multiprotocole ou l'automate ou le concentrateur GTB qui se connecte aux automates, qui lui est connecté au luminaire. Donc vous voyez que en fait, toute la partie basse ici, elle n'est pas simplement, c'est pas simplement une série de capteurs, c'est une série de systèmes. Et donc si on ne rentre pas dans ce détail, on ne pourra pas comprendre comment on récupère les données de chacun de ces équipements ou de chacun de ces systèmes. On ne pourra pas comprendre comment sont organisés ces systèmes et typiquement, on ne sera pas en capacité de faire la différence entre un superviseur GTB, un concentrateur GTB et un boss. Voilà. La deuxième couche, qui est la couche donc, de convergence IP de gestion de référentiel, donc, qui est en orange. Donc là où on arrive sur le boss, la couche de convergence IT, OT, BIM logiciel, qu'on appelle le boss, mais je rentre plus en détail. Et puis les couches applicatives du dessus. Et ça, c'est important aussi, je vais passer un petit peu de temps dessus, parce que quand on parle d'application, en fait, on parle d'application qui a un rôle particulier pour des personnes en particulier. Donc typiquement, j'ai essayé de vous lister dans ces applications, là, dans le détail, on va revenir dans ce détail. Je vous ai mis des applications avec des codes couleurs. L'idée, c'est que vous regardez les applications, par exemple en jaune sur la droite, c'est un ensemble d'applications qui sont plutôt destinées à la direction immobilière du locataire, du bâtiment. Et puis ensuite, dans un bâtiment, vous avez la direction immobilière du locataire, vous avez les occupants, donc c'est les blocs un petit peu verts. Vous avez l'IT qui va gérer des données un peu transverses, digitales côté occupant. Puis vous avez le Facility Manager qui va amener ses propres solutions pour sa gestion technique autour de la GMAO, par exemple, mais chaque GMAO a aussi des compétences particulières. Puis vous avez complètement à droite le propriétaire qui lui aussi a une action de gestion sur le bâtiment, parce qu'il veut faire de la gestion patrimoniale globalement, la gestion contractuelle, etc. Et puis vous avez un ensemble de nouvelles applications que j'ai mis dans un bloc séparé, c'est pas, ça va me servir. Est-ce que vous m'entendez là? Je ne sais pas pourquoi, je suis passé sur mute. Ok, parfait. Je dois avoir une caméra intelligente qui, j'ai fait un geste et puis, j'ai fait un geste et globalement ça m'a passé sur mute. Il faut que j'arrête de parler avec mes bras. Donc j'étais en train de vous dire que globalement les applications en haut, en fait, c'est pas simplement des applications simples, c'est qu'il y a des applications qui sont dédiées à des utilisateurs et avant de parler des applications, il faut qu'on identifie globalement
qui sont les parties prenantes auxquelles on veut fournir des services. Et dans le bâtiment, il y a beaucoup de parties prenantes. Là, j'ai essayé de vous lister des blocs avec différentes parties prenantes. Complètement à gauche, l'exploitant de la direction immobilière. Complètement à droite, en bleu, le propriétaire. Entre les deux, les occupants, la direction immobilière ou le mainteneur. Voilà. Et puis j'ai une brique qui est BIMGEM, qui est pas un utilisateur. Elle me sert pour ma comment dire, pour le suivi de ce webinar, mais en fait, même le BIMGEM, c'est quelque chose d'assez neuf, mais qui est plutôt plein d'applications de BIM gestion, exploitation, maintenance, que ce soit pour le propriétaire, pour l'exploitant, pour la ville demain. Voilà, c'est pas un bloc applicatif en tant que tel. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'expliquer ce schéma, de rentrer dans le détail de ce schéma d'architecture, parce que c'est à ce niveau de détail-là qu'on va pouvoir nommer très concrètement les différentes briques logicielles, les différentes applications, faire la différence entre ces différentes applications et comprendre quelles sont les briques installées. Et donc, l'objectif, c'est de se concentrer là-dessus pour voir ça, c'est un schéma cible, une architecture cible de ce qu'on envisage dans le futur comme architecture de système d'information, c'est effectivement pas l'existant aujourd'hui. Et donc, essayer de vous montrer un peu comment tout ça, ça va progresser. Donc, allons-y. Et d'ailleurs, d'abord, on va rentrer dans la description de ce schéma. Donc là, j'ai enlevé les couleurs bleu, orange et vert. Voilà, mais je vous ai listé un petit peu toutes les différentes briques. Et d'abord, on va commencer par expliquer un petit peu ce schéma. On va lire ce schéma un peu de bas en haut. Et donc, on va commencer tout en bas. Dans votre bâtiment, un bâtiment, c'est un asset complexe. Là, je vais prendre un bâtiment de bureau, mais tout type de bâtiment est un asset complexe dans lequel on a énormément d'équipements. Alors là, ce n'est pas forcément très lisible, mais j'ai essayé de lister en gros des blocs d'équipements qu'on peut trouver dans un bâtiment et d'équipements connectés qui peuvent nous renvoyer de la donnée. Et donc, si on regarde de gauche à droite, on peut avoir tout ce qui est caméra, audio, vidéo, en gros, lecteur de badge, tout ce qui concerne la sécurité, la vidéoprotection et la sécurité dans le bâtiment. Ensuite, on va avoir l'éclairage, les stores, tout ce qui est chauffage, clim, ventilation, donc en gros, tout ce qui est voilà, ce qui permet de gérer le confort, entre guillemets, dans le bâtiment. On va avoir des compteurs énergétiques qui nous permettent de récupérer les données énergétiques. On peut avoir des nouveaux types d'équipements qui vont être les balises de géolocalisation, quand on a des petits balises Bluetooth ou des choses comme ça. On peut avoir des capteurs, de tout ce qui est parking connecté. Ensuite, on a tous les ordinateurs qui sont globalement des équipements qui sont apportés par les occupants. Voilà, les ordinateurs, les totems, les systèmes d'affichage, les téléviseurs connectés, de l'IoT au sens large qu'on pourrait avoir, en gros tout ce qui est imprimante, etc. Et puis des capteurs de comptage, enfin d'autres types de capteurs de comptage de personnes, par exemple. Donc, vous voyez qu'en fait, dans un bâtiment, on va avoir énormément de capteurs ou d'objets qui peuvent produire de la donnée. Si on va un petit peu plus loin, ces objets, ensuite, il y a certains objets qui sont intelligents directement, c'est-à-dire ils peuvent être connectés en IP directement et on peut récupérer une donnée entre guillemets intelligible. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas intelligents par défaut. Je prends par exemple des luminaires ou des stores, ce ne sont pas des objets intelligents, ce sont juste des objets qu'on va pouvoir piloter pour les récupérer ou enfin pour les piloter pour descendre ou ouvrir les stores ou pour simplement récupérer leur état. Mais finalement, ces capteurs-là ou ces objets-là, ils ne sont pas directement pilotables, ils sont pilotés à travers des outils qui sont des automates de régulation qui, eux, sont intelligents. Donc en gros, en général, vous ne pilotez pas le luminaire directement, vous pilotez un automate qui, lui, va envoyer le signal 0 ou 1 au luminaire ou bien 0 ou 100% au luminaire. Et donc, vous voyez qu'en gros, souvent, on rajoute une couche d'automatisation au-dessus d'un certain nombre d'objets parce que les objets en eux-mêmes ne sont pas connectés, voilà, ou sont assez peu intelligents. Et finalement, c'est un automate qui, lui, va avoir l'intelligence de programmation ou de pilotage. Donc, on a une première couche d'automatisation. Et souvent, il y a un petit lien que j'ai mis en noir entre les deux parce que la manière de câbler finalement les objets avec ces automates, on n'est pas sur du réseau Ethernet, typiquement, on va être sur des câbles paires torsadés, sur vraiment quelque chose d'assez simple, qui envoie des données, qui n'envoie même pas des données numériques, qui envoie plutôt du courant continu, quoi, voilà. Donc on n'est pas pas forcément sur du numérique, on est sur du 0,10 volts pour certains systèmes. Ensuite, au-dessus de ces automates, on va mettre une partie réseau.
Alors là, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que ces automates, pour pouvoir les piloter à distance, donc ils peuvent être autonomes entre eux, c'est-à-dire qu'on pourrait se connecter à l'automate et puis, finalement il est autonome, d'avoir une action, en particulier. Mais ce qu'on va vouloir, c'est pouvoir le monitorer à distance et le piloter à distance. Donc au-dessus de ça, on va avoir toute une partie réseau et souvent sur cette partie réseau, c'est là où on est en train de faire la convergence vers le réseau IP. On verra que c'est pas toujours ce qui se passe aujourd'hui, ça c'est l'avenir, mais enfin, la suite du webinar. Mais donc, j'ai représenté globalement ce qu'on aimerait avoir comme réseau IP en jaune. Et donc, ce réseau-là, il va pouvoir permettre finalement de connecter ces différents objets ou les différents automates, en gros, tous les objets pilotables et tous les capteurs sur lesquels on peut récupérer la donnée. Et puis souvent, ce réseau, il n'est pas d'un bloc, il est soit complètement siloté, soit on va pouvoir virtualiser les réseaux. Donc, j'ai représenté finalement ces couches de concentrateurs ou de VLAN ou de VLAN qui dit que finalement, là, je suis sur un réseau GTB, ou je suis sur un réseau sécurité, ou je suis sur un réseau de data sur les ordinateurs. Et donc, je vais essayer de faire en sorte de structurer ces réseaux en les isolant, entre guillemets, du reste du monde. Ça peut être une isolation physique si j'ai des réseaux séparés, ou une isolation logique si j'ai des réseaux non séparés. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose, alors je suis désolé, vous ne voyez pas forcément beaucoup, mais ici, par exemple, quand on regarde sur la GTB, il y a un historique qui est que on crée ces réseaux, à la base, ce n'étaient pas des réseaux IP, et donc on mettait en place des objets, on mettait des concentrateurs GTB, des gateways multiprotocoles, par exemple, qui étaient là vraiment pour créer ce réseau GTB. Et typiquement, c'est un élément qui est existant dans la GTB, qui existe depuis toujours quasiment dans la GTB, mais qui n'est pas forcément présenté quand on vous présente une GTB, et donc qu'on peut vous présenter comme un outil un peu nouveau, voilà, alors qu'en fait, des concentrateurs GTB qui permettaient de construire le réseau GTB, il y en a depuis très longtemps. Et puis une fois qu'on a mis en place ce réseau, l'objectif, ça va être de mettre en place des outils de supervision au-dessus de ces systèmes-là. Voilà, souvent par silo, hein, je dis, il y a par exemple la supervision sécurité, le superviseur sécurité pour tout ce qui est gestion de la sécurité, potentiellement du contrôle d'accès, la supervision GTB qui va avoir un périmètre de gestion, en gros comment je vérifie que tous mes automates, mes contrôleurs GTB fonctionnent, donc comment j'ai un retour visuel avec des dashboards visuels qu'on appelle les synoptiques, qui me permettent de comprendre les alarmes sur les équipements, de pouvoir piloter mes équipements, en gros d'avoir une gestion des portées de ce silo-là. On a les superviseurs énergétiques qui vont se connecter aux données énergétiques à travers les automates, parce qu'en général, les compteurs sont assez peu intelligents. On a un automate Modbus IP qui, lui, va faire le lien sur lequel je vais pouvoir récupérer la donnée pour pouvoir avoir mon comptage énergétique. On peut avoir les superviseurs de parking, et puis on a un superviseur que j'ai mis un superviseur un peu particulier que j'ai mis en jaune, qui est le superviseur du réseau lui-même, puisqu'un réseau, c'est un objet physique qui est composé de câbles, de routeurs, de switches, d'éléments particuliers, et au fait de plein d'objets connectés qu'il faut aussi être capable de monitorer et de superviser pour valider qu'ils fonctionnent bien. Et donc tous ces superviseurs-là ont un objectif, ça peut être du pilotage, mais ça peut être aussi de la vérification que l'ensemble des équipements physiques concrets qui composent votre réseau, donc qui permettent de réaliser un service, fonctionnent. Donc là, on est sur la couche basse. J'ai essayé de vous présenter un petit peu la couche basse. Si je le refais de manière très rapide, on a les équipements, l'automatisation, la partie concentration et la partie réseau et la partie supervision. Maintenant, on va aller une étape au-dessus. L'étape au-dessus, c'est de dire que le bâtiment, c'est un asset, il a son propre réseau. Maintenant, je veux l'ouvrir et je veux pouvoir réexploiter l'ensemble des données du bâtiment vers des services. Et donc là, on arrive vers le smart, et l'objectif, ça va être d'aller une étape au-dessus en disant, je veux récupérer les données de ce réseau à travers ce qu'on va appeler des drivers OT, donc me connecter aux objets, ou aux automates, ou aux concentrateurs, ou aux superviseurs. Et vous voyez que là, on a plein de manières différentes de se connecter. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est récupérer les données de ces différents équipements pour pouvoir transformer ces données techniques qui sont assez difficilement compréhensibles en indicateurs de gestion. Voilà, pour aller demain vers les applications. Et donc là, on est sur cette couche-là, BOSS, dont le métier, finalement, ça va être d'exposer, de rendre compréhensible, de rendre intelligible, de se connecter aux données, de rendre intelligibles les données, qui sont des données parfois techniques, pas compréhensibles par le reste du monde, et surtout pouvoir les exposer au reste du monde, c'est-à-dire pouvoir les exposer à un ensemble de services digitaux qui vont vouloir consommer ces données du bâtiment pour offrir des services à valeur ajoutée. Et donc là, on arrive sur une étape intermédiaire.
pour aller au final vers exposer ces données sur un autre réseau, qui peut être soit l'internet bâtiment si je suis dans le bâtiment, si je reste dans le bâtiment, soit excuse-moi, l'intranet bâtiment, soit l'internet, voilà, si je veux exposer, les données, sur internet pour qu'elles puissent être consommées dans le cloud par des applications cloud. Et puis la dernière étape, c'est de déployer au-dessus un grand nombre de services, et donc c'est là où on revient sur les services avec les différents profils, avec les différentes personnes qui sont en capacité de consommer ces services. Et donc là, on voit que les services, il n'y en a pas un, il y en a énormément. Voilà, j'en ai listé quelques-uns, je suis persuadé que j'en ai oublié énormément aussi. Mais l'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de services déployés, que chacun de ces services puisse être, entre guillemets, augmenté parce qu'hier, ils fonctionnaient dans leur coin sans vraiment utiliser de données techniques ou physiques, alors qu'aujourd'hui, on veut pouvoir globalement avoir une interaction concrète avec le bâtiment. Donc cette première étape, c'était vraiment de vous décrire un petit peu comment on a construit cette architecture, de bas en haut, l'OT, la couche de convergence IT-OT, et ensuite l'IT avec les applications métiers qu'on va vouloir déployer demain et surtout qu'on va vouloir faire interagir avec le bâtiment. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on a en cible. Parmi les applications IT d'ailleurs, j'ai mis en haut, vous allez voir des petites briques en haut qui sont toutes ces briques d'intelligence artificielle, de prédictif, etc. Typiquement, toutes ces briques du haut là, qui n'existent pas réellement aujourd'hui, ces petites briques blanches, et qu'on pourra rendre possible, par exemple faire de la maintenance prédictive, qu'on pourra rendre possible justement que si on a des données du bâtiment, si on a accès par exemple aux équipements, aux durées de vie des équipements et à la durée de vie réelle. Pour faire du prédictif, c'est pas simplement du supposé, c'est que je sais suivre un équipement concrètement, comparer son taux d'usage réel avec son taux d'usage idéal et de pouvoir dire a priori quand est-ce qu'il va être en défaillance. Donc en gros, pouvoir prédire son taux de défaillance à partir de son usage réel. Donc je ne pourrais jamais faire ça si je ne suis pas concrètement connecté à l'équipement. Alors maintenant que j'ai expliqué un petit peu le schéma de bas en haut, pour expliquer un petit peu comment étaient structurées les différentes briques, on va aller plus loin et puis on va essayer de se dire bon, concrètement ce qui existe aujourd'hui et comment on évolue. Le schéma que je vous ai montré, celui-ci, c'est le schéma cible. C'est l'architecture cible. Ce n'est pas du tout l'architecture actuelle. Si je devais donner une architecture actuelle du bâtiment, ce serait plutôt ça. Alors, je vais essayer de l'expliquer aussi. Dans le bâtiment, vous voyez qu'on a toujours la direction immobilière, on a le propriétaire, on a le mainteneur, et puis on a les occupants, et puis la direction, l'IT de l'entreprise, de l'entreprise du preneur. Donc, vous voyez que déjà que souvent dans le bâtiment, on n'a pas toutes les applications qu'on aimerait avoir qui sont déployées. On a certaines applications, et typiquement les applications mobiles occupants, c'est vraiment des choses assez nouvelles. Qu'on n'avait pas il y a encore 5 ans sur le bâtiment. Donc je ne l'ai pas représenté. Et puis pareil, le BIMGEM, je ne l'ai pas représenté parce que c'est plutôt des applications nouvelles qu'on n'a pas dans les bâtiments actuels. Et puis sur ce schéma, sur la partie OT en bas, on voit que des réseaux de sécurité, ça existe déjà, les systèmes automatisés de gestion de la sécurité, ça existe. Et ils sont sur un réseau, donc ils sont sur un réseau spécifique complètement séparé. On a la GTB qui est aussi sur son réseau complètement spécifique séparé. On a la supervision énergétique qui, de plus en plus, peut être intégrée à la GTB, mais est historiquement plutôt sur un réseau séparé. Et puis on a le réseau bâtimentaire, le réseau plutôt IT de l'occupant. Donc le réseau data, pareil, c'est un réseau complètement séparé. Et donc je vous ai représenté globalement, encore une fois de manière schématique, on n'est pas sur le détail, il y a sûrement des bâtiments qui ont plus de choses dans la GMAO, d'autres qui en ont moins. Vous voyez, il y a aussi des bâtiments sur lesquels on n'a pas déployé d'IWMS, mais juste pour vous donner une image de globalement l'état du marché actuel. Donc on est sur plein d'applications séparées qui ne communiquent pas les uns avec les autres et plein de systèmes OT. Ce ne sont pas juste des équipements, mais ce sont des systèmes complets qui sont séparés et qui ne communiquent pas forcément les uns avec les autres parce qu'ils sont sur des réseaux complètement séparés. Donc l'évolution qu'on a en cours, concrètement, c'est la suivante. Déjà, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaie de se dire, bon, je veux rajouter des applications. Donc entre cette version-là et puis la version d'après, on dit maintenant je suis en train d'ajouter concrètement pas mal d'applications un peu partout. Voilà, un superviseur parking en bas, et puis des fonctionnalités sur des applications en haut, métier par métier. Donc toujours de manière silotée, je commence à enrichir mon système d'information, ou plutôt mes systèmes d'information, parce qu'on n'en a pas un système d'information du bâtiment, on a 5, 6, 10 systèmes d'information différents qui fonctionnent de manière complètement silotée. Ces systèmes d'information-là, on essaie déjà de rajouter les compétences. Donc de plus en plus, on met de l'IoT, on met des nouveaux systèmes, etc.
Deuxième évolution, maintenant, on va vouloir, entre guillemets, entre là et là, oui, même rajouter, des nouveaux blocs applicatifs. Donc là, par exemple, j'ai rajouté la géolocalisation ici, puis j'ai rajouté un bloc applicatif en haut qui est le bloc application mobile occupant. Pareil, vous avez, ce qu'on peut décrire comme solution smart building aujourd'hui, c'est des applications comme, Whitco, HQO, Office Apps, les applications de CardiWeb, voilà, toutes ces applications mobiles occupants qui sont concrètement une manière d'offrir des nouveaux services aux occupants dans le bâtiment. Mais ces applications, elles marchent aussi en silo aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément connectées au reste des applications. Euh, c'est vraiment la réalité, hein, au reste des applications, ni au bâtiment lui-même. Donc l'étape d'après, maintenant, ça va être de, entre guillemets, faire en sorte que ces applications en haut, il y ait une espèce de convergence IT ou qu'au moins elles soient toutes disponibles en cloud, et donc à travers un navigateur web, à travers des protocoles web standardisés. Donc en gros, on a fait en sorte que toutes ces applications qui vivaient de manière autonome hier, maintenant, elles soient déployées dans du cloud, dans des clouds, donc disponibles à distance et que potentiellement, il y ait un réseau Internet qui nous permette d'accéder à chacune de ces applications. Donc il y a une convergence, entre guillemets, IP de l'ensemble de ces applications, puisqu'elles sont disponibles à travers des services SaaS ou des réseaux Internet. C'est aussi une grande évolution du moment. Donc ça, c'est ce qu'on fait en haut, finalement. On est en train de faire une espèce d'essayer de voir comment on pourrait pas rationaliser les différents services IT. Et ensuite, on va travailler sur le bas. Le bas, ça va être dire, et ça, on est vraiment dans la R2S, on passe de plein de réseaux séparés à un réseau convergé du bâtiment. Ou en tout cas, c'est l'objectif. On pourra avoir deux réseaux, mais un réseau convergé sur lequel on va virtualiser potentiellement euh, les, les, les différents réseaux logiques. Donc en gros, ce qu'on veut faire, c'est vraiment passer de, si vous regardez vraiment la partie système OT en bas, de plein de réseaux physiquement séparés à un réseau physique mutualisé et des réseaux logiques séparés. Ça veut dire que potentiellement, on pourra faire transiter des données d'un système à l'autre. Et donc, on pourra rendre interopérables différents systèmes OT. Mais on est toujours sur quelque chose qui est que l'OT commence à fonctionner avec l'OT, l'IT commence à fonctionner avec l'IT, mais par contre, on n'a pas de convergence IT-OT. Je rappelle, hein, IT, c'est globalement l'ensemble des applications de gestion qu'on peut avoir. L'OT, ça va être l'ensemble des systèmes automatisés qu'on va pouvoir déployer sur le terrain. Operational Technology, c'est le terme globalement qui s'est construit en face de l'IT pour désigner tous ces systèmes automatisés qu'on trouve dans le bâtiment. Et donc la dernière, le dernier point, bah, ça va être maintenant comment est-ce qu'on fait converger l'IT avec l'OT. Et puis surtout là-dedans, on a autre chose qui arrive, c'est-à-dire qu'en gros, on aimerait bien partager les données, donc en gros connecter les deux réseaux, connecter l'ensemble des applications mobiles ou des applications qui fonctionnent dans le cloud majoritairement aujourd'hui, avec les applications terrain qui fonctionnent dans le bâtiment. Et puis on a deux autres évolutions, donc on aimerait partager ces données. Et puis en plus, on a le BIM qui arrive. Alors le BIM, il se met où ici? Il a un positionnement aussi un peu particulier, puisque ce n'est pas une application digitale du bâtiment, ce n'est pas un système automatisé du bâtiment, c'est un modèle de données descriptif du bâtiment, qui n'existait pas non plus hier. Donc on voit qu'on a plein de révolutions qui se passent en même temps, et qu'en plus on aimerait bien toutes les faire converger. Mais tant qu'on ne rentre pas dans ce niveau de détail, c'est très compliqué, puisque globalement je ne sais pas qui se positionne où. Et donc là, on a ces deux nouveaux, voilà, on veut faire converger, on veut partager les données entre le bâtiment, ce qu'on appelle l'OT et l'IT, et puis on veut prendre en compte ce BIM parce qu'on se dit que avoir une bonne description du bâtiment, c'est peut-être déjà commencer à le connaître mieux, et puis que le BIM, en plus, c'est quelque chose d'un peu particulier parce qu'on se dit que puisque c'est une bonne description du bâtiment et que globalement, toutes les applications qui fonctionnent sur le bâtiment ont besoin d'une description du bâtiment, il y a peut-être moyen de mutualiser des choses. Voilà. Quand j'intègre une GMAO, la première chose que je fais, c'est d'écrire bâtiment, étage, local, équipement. Bon, je l'ai déjà fait dans le BIM. Quand quand j'intègre un IWMS, je commence par décrire mon bâtiment ou mes bâtiments. Bâtiment, étage, local, équipement. Des informations que j'ai déjà dans le BIM. Quand je commence à décrire mon système GTB ou ma supervision GTB, à un moment, je décris bâtiment, étage, équipement connecté. Voilà. Donc en fait, on sent bien que les informations qui sont dans le BIM seraient peut-être utiles à peu près partout. Mais comment on le fait? Voilà. Parce que le BIM, c'est juste aujourd'hui, concrètement, un fichier. Ça se traduit par, j'ai mon modèle, je mets dans Revit ou dans un autre logiciel, et j'en exporte un fichier, qui peut être soit le fichier natif Revit, soit l'IFC, mais ça reste un fichier.
Or, maintenant, les données qui sont dans ce fichier, il va falloir que je les utilise dans un système d'information et que je mette en place un logiciel de gestion de cette description du bâtiment qui puisse envoyer concrètement cette description à tout le monde. Et donc là, on arrive sur la dernière étape, qui est que grâce à ça, on va pouvoir maintenant mettre en place un boss qui fait converger les données entre l'IT, l'OT, qui va utiliser, qui va être l'outil de gestion du référentiel de description du bâtiment. Considérer que le BIM, c'est juste une meilleure manière de représenter le bâtiment, j'ai une description du bâtiment, et que grâce à ça, on va pouvoir maintenant, globalement, fournir d'autres types d'applications qui sont des applications de BIM, gestion, exploitation, maintenance, potentiellement, et qu'on va pouvoir, dans toutes les applications qui sont en haut, on va pouvoir globalement utiliser les données qui sont en bas. Donc là, je vous ai rajouté le bloc du milieu, le boss, plus le bloc de BIMGEM, qui sont un nouveau type d'applications, qui en réalité sont distribuées un peu partout, qui vont utiliser les données de la maquette BIM. Et vous voyez que je n'ai pas mis encore le petit bloc en haut, et une fois qu'on a fait cette connexion, on peut encore aller plus loin, parce que maintenant que dans les applications IT, on va pouvoir consommer des données qui viennent de l'OT, ou des indicateurs d'usage concret du bâtiment, et qu'on va pouvoir même piloter, on va pouvoir aller encore plus loin et rajouter toutes ces briques qui sont l'objectif final de faire du prédictif, de faire de l'analyse, de faire de la gestion prédictive du bâtiment, de faire des outils adaptatifs qui s'adaptent, qui fait en sorte que le bâtiment s'adapte à son usage réel et à ses occupants. Voilà. Tous ces outils-là ne pourront naître que si on réussit à consommer concrètement des données réelles du bâtiment et à faire converger ces données pour faire sortir ces nouveaux types d'applications. Et donc là, on va pouvoir arriver concrètement à notre architecture globale cible, qui est celle du bâtiment digital qu'on présente souvent, mais qui n'est pas la solution existante. Donc pareil, je vais reprendre et je vais vous faire en accéléré. On part de là. Et comment est-ce qu'on arrive progressivement à construire le bâtiment digital et à construire ça? Et donc là, il y a vraiment, en accéléré, une construction, et on voit bien qu'il y a un foisonnement d'énormément de choses qui se passent sur le marché, et que c'est toujours difficile de comprendre si le smart building, c'est l'application mobile occupant, si c'est l'usage du BIM, si c'est une GTB++ avec des API, si c'est la mise en place d'un boss, ou si c'est une vision globale de l'ensemble qui rationalise toutes ces, finalement, tous ces systèmes, toutes ces nouvelles applications et toute cette évolution digitale qui avance à grands pas dans le monde du digital, mais qui est quand même assez difficilement compréhensible par l'ensemble du marché. Et donc l'objectif finalement de ce schéma-là, c'est de donner une vision globale, non pas en disant que ça existe déjà, mais pour vous dire voilà quel est le résultat entre ce qu'on a aujourd'hui et la cible qu'on veut mettre en œuvre. Et concrètement, cette évolution pour moi, finalement, ce petit film que je viens de vous faire, c'était peut-être l'un des résultats les plus importants, pour vous montrer que, si on rentre pas au moins dans ce niveau de détail-là, finalement, on comprend pas quelle est l'évolution, qui se positionne où et comment est-ce qu'on peut rationaliser ce foisonnement digital. Parce qu'entre une application mobile, du BIM, une GTB avec des API, cette mutualisation du réseau R2S, des applications de BIM-GEM, des nouveaux IWMS, en fait, ça va dans tous les sens. Le seul moyen de se rendre compte que ça ne va pas dans tous les sens, c'est de l'approcher un peu de manière globale comme ça, et puis de refaire ce film pour savoir qui va où. Et donc là, c'est un petit peu l'objectif de la suite et des dernières minutes que je voudrais passer avant de répondre finalement à l'ensemble des questions. C'est de bien renommer les choses, de bien repositionner les choses. Donc pour moi, ce schéma-là d'architecture du système d'information, c'est celui qui va vous être partagé aussi dans le livre blanc qui va être proposé sur le BOSS et le BIS par la SBA. Concrètement, ce schéma-là, pour moi, il a une importance fondamentale parce que c'est une architecture cible ou un schéma de principe qui présente tous les blocs, qui nomme concrètement ces blocs aussi, qui dit concrètement ce que chaque application est, ce qui va permettre de positionner chacun des acteurs qui vous propose une solution à travers ce schéma. Des applications mobiles occupants, concrètement, on les positionne en haut à gauche ici, elles sont très importantes, et c'est une brique spécifique qui répond à un besoin d'interaction entre l'occupant et son bâtiment. La supervision GTB, c'est une brique qui est en bas ici, et qui a une vocation très concrète, qui est de superviser un élément technique ou un système technique du bâtiment qui est très complexe, qui fournit énormément de données, qui est la GTB.
Le boss, c'est un outil qui propose, finalement l'échange de données, le partage, l'organisation du partage de données entre le bas et le haut, aussi entre le haut et le haut, et la gestion d'un référentiel de description du bâtiment. Heu, voilà. Donc en fait, voilà, à travers ça, on va pouvoir positionner les briques au bon endroit. Et donc je vais essayer de finir par, concrètement, on va, positionner ces briques et surtout là on arrive vraiment dans les métiers et une qui est le boss. Hem, Moi je vous ai donné ici avec ce schéma d'architecture une définition concrète de ce qu'était un boss. Maintenant j'ai essayé de vous lister dans ce schéma d'architecture toutes les définitions du boss que j'ai vues sur le marché à titre personnel. Et voilà, globalement, aujourd'hui, quand on dit boss, voilà ce que les gens nous proposent. Ça veut tout et rien dire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui positionnent des IWMS comme du boss, d'autres des hyperviseurs, BIM comme du boss, d'autres, du déport d'API dans le cloud, du déport d'API GTB, comme du boss, des superviseurs GTB comme du boss, des concentrateurs GTB, Gateway Multiprotocol comme du boss et même parfois des concentrateurs, IoT, voilà, comme du boss. Et donc, en fait, objectivement, je comprends que ce soit complètement incompréhensible par le marché, parce qu'on est en train de nommer avec un seul et même nom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets de nature différente, avec des compétences différentes, qui ne font pas du tout la même chose. Et donc ça, c'est incompréhensible, complètement incompréhensible. Donc l'objectif, c'était de positionner tout ce schéma-là, et puis maintenant, d'aller concrètement nommer les choses, et de voir si on peut nommer facilement, ou avoir au moins nommé concrètement les choses. Donc, allons-y. La première chose, c'est l'IWMS. Historiquement, l'IWMS, c'est un outil siloté dans son coin, donc Integrated Workplace Management System. C'est des outils qui sont par exemple fournis par des sociétés comme Planon, comme Archibus, alors je suis désolé, je vais en oublier plein, mais voilà, c'est des sociétés de gestion des espaces. En premier lieu, c'était de la gestion des espaces, ça fait un petit peu plus, puisque globalement, ils font de la gestion de la maintenance dedans, plutôt destinée aux directions immobilières. Et aujourd'hui, ces IWMS, qui étaient des solutions qui existaient déjà sur le marché, qui commencent à s'ouvrir, donc avec des API ouvertes, à partir du moment où on a un IWMS avec des API ouvertes, certaines personnes commencent à appeler ça un boss. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de continuer à appeler ça un IWMS avec des API ouvertes. Voilà, il se trouve que la fonction n'a pas changé, juste ça s'ouvre, mais il n'y a pas de raison de nommer ça différemment. Et donc ça reste un IWMS. Deuxième chose, les hyperviseurs BIM. Donc là, vous avez par exemple, alors vous avez plein de sociétés qui vendent ça comme des hyperviseurs BIM tout court ou des solutions de BIM GEM. Je vais en citer, c'est des concurrents à nous, hein, mais vous avez Stéréographe, ils positionnent vraiment ça comme un hyperviseur BIM. Ils ne sont pas en train de dire que c'est un boss, et concrètement, c'est un hyperviseur BIM. Vous avez TwinOps qui propose ça comme un hyperviseur BIM ou une solution de BIM gestion exploitation maintenance qui fait peut-être aussi plus de choses. Nous, on a Spinal Twin, qu'on propose comme un hyperviseur BIM. Et puis, vous avez une société qui s'appelle Catenda, qui dit Catenda Boss pour fournir son hyperviseur BIM. Bon, c'est pas un boss, c'est un hyperviseur BIM. Et donc, je pense aussi que c'est bien de repositionner un hyperviseur BIM n'est pas un boss. C'est un outil qui vient consommer de la donnée pour présenter d'un point de vue graphique ces données avec une présentation, entre guillemets, avec une visualisation intéressante autour de la contextualisation de données visuellement sur une interface BIM. Ça reste un hyperviseur BIM, c'est pas un boss, c'est pas un outil dont le métier c'est de structurer, gérer un référentiel commun et de distribuer les données aux autres. Vous voyez. Donc, je propose concrètement d'appeler ça un hyperviseur BIM et de positionner ça comme un hyperviseur BIM. Troisièmement, des outils de supervision GTB. Alors pareil, la supervision GTB, ça existe depuis longtemps. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir de la supervision GTB avec des API ouvertes et documentées. Et alors, est-ce que un superviseur avec des API ouvertes et documentées, on va changer son nom? Pour moi, ça s'appelle toujours un superviseur. Le fait qu'il ouvre des API ne change pas sa nature. Voilà, ça change sa nature, ça change, ça ouvre un petit peu plus de choses, ça permet de récupérer des données qui sont dedans, mais ça ne change pas sa nature qui est avant tout d'être un superviseur GTB, donc son métier,
c'est de concrètement regarder un périmètre particulier des données dans le bâtiment, un périmètre de systèmes et d'objets dans le bâtiment, et de valider que ces systèmes et ces objets fonctionnent correctement et de pouvoir potentiellement piloter des choses sur ces systèmes. Mais un superviseur GTB, c'est pas parce qu'il ouvre des API que demain il est capable de piloter les caméras de vidéosurveillance, qui va remplacer que son métier, ça devient de gérer la sécurité informatique des données que je fais transiter, ou que ça devient de gérer le référentiel unique de description des données que je vais partager avec tout le monde. Dans un superviseur GTB, une porte, ça n'existe pas. Bon, c'est pas parce que j'ouvre des API qu'une porte existe. Donc, au fait, pour moi, ça s'appelle un superviseur GTB avec des API ouvertes. Voilà, je pense aussi qu'il faut bien le renommer. Troisième, là, vous avez, donc, pour revenir et pour donner des exemples, il y a eu pas mal d'exemples, des superviseurs GTB. On a eu des superviseurs GTB aussi qui mettaient du BIM en arrière-plan, comme fond d'écran et qui appelaient ça un boss. Bon, pareil, ça reste un superviseur GTB avec un fond BIM ou avec une description BIM. C'est très intéressant, ça apporte énormément de valeur, je pense. Mais ça reste un superviseur GTB qui a toujours cette fonctionnalité de superviseur GTB. Là, on trouvait des sociétés, par exemple, comme Iconix qui proposait ça, qui avait un peu renommé, alors c'est plus le cas, mais ça comme un boss, un moment. Voilà, vous avez aussi des sociétés qui proposent le supervision Niagara comme un boss. Bon, ça reste un superviseur. Ensuite, vous avez d'autres entreprises, je pense par exemple à Panga, qui positionne un boss, qui se positionne comme boss, qui eux font une boîte, enfin font un matériel qui est un matériel très intéressant. C'est une gateway multiprotocole IoT qui va gérer du LoRa, du Bluetooth, du Wi-Fi, de l'IP bien sûr, etc. Plutôt sur des protocoles IoT, du Zigbee, voilà, plutôt sur des protocoles IoT, pas trop des protocoles historiques de la GTB, et qui positionne aussi ça comme un boss. Bon. Concrètement, c'est un outil qui est très intéressant. C'est un concentrateur ou un hub IoT. Pareil, c'est pas ce que nous on appelle un boss. Encore une fois, il a un rôle très concret et très objectif. Est très objectif, mais son rôle, c'est vraiment de faire de la concentration. C'est une gateway multiprotocole, si vous voulez. Et donc, cette gateway multiprotocole, pour nous, ça a un nom. Ça s'appelle une gateway multiprotocole, justement. Et après, elle va être définie par les protocoles. Voilà. Donc, nous, on peut l'appeler un concentrateur IoT. Voilà. Ensuite, vous avez tous ces concentrateurs OT, ces concentrateurs GTB. Donc, typiquement, on va citer Niagara, on va citer la DoGate, on va citer le Smart Connector chez Schneider Electric. Tous ces concentrateurs OT qui sont très importants, très intéressants. Alors, qui parfois d'ailleurs peuvent devenir, il y a peut-être une discussion autour de ça, parce que quand on a des automates qui commencent à partir sur l'IP, il n'y a plus forcément besoin de ces concentrateurs IoT. Mais ces concentrateurs IoT, pareil, c'est des solutions qu'on voit renommées en boss, typiquement un cœur de système Niagara aussi. Pour nous, ce n'est pas ce qu'on appelle un boss, ce sont des concentrateurs GTB. Ce sont des solutions qui existent depuis longtemps sur le marché. Bien sûr, elles ont évolué parce qu'elles prennent de plus en plus de protocoles. Mais ce sont des solutions qui existent et ce sont des middleware, enfin elles contiennent des middleware, mais ce sont des middleware qui ont un objectif de concentration de données d'une nature un peu similaire, c'est-à-dire des points de mesure, des séries temporelles de la GTB. Et typiquement, toutes ces solutions-là, on les voit se renommer en boss, donc c'était des concentrateurs OT qu'on voit se renommer en boss, mais par contre, leur rôle n'a pas changé. Pareil, ils ont peut-être des API ouvertes, mais ils avaient déjà des protocoles ouverts, comme du BACnet IP, de l'OPC-UA, du Modbus IP, etc. Ou autres. Donc, effectivement, ils s'ouvrent de plus en plus, on a des API ouverts de plus en plus, mais leur périmètre de fonctionnement reste celui de la GTB. Autrement dit, ce n'est pas un outil qui a pour vocation à fournir le référentiel de description du bâtiment à tout le monde. Pareil, dans ces outils-là, une porte n'existait pas hier, elle n'existe toujours pas aujourd'hui. Un mur n'existait pas, il n'existe pas aujourd'hui. Un ticket de maintenance n'existait pas, il n'existe toujours pas aujourd'hui. Autrement dit, j'ai gardé le périmètre de gestion de données équivalent, mais j'ai ouvert des API, ce qui est un vrai avantage, ce qui est une vraie modification sur le marché, parce qu'on peut y aller, quoique les protocoles BACnet IP ou PCUA étaient déjà, entre guillemets, l'équivalent des API. Voilà. Mais par contre, nous, on appelle ça un concentrateur OT et pas un boss. Voilà. Et puis ensuite, vous avez d'autres solutions. Là, je prends par exemple des solutions comme WattSense, qui offrent, eux, un concentrateur. Et ce concentrateur, globalement, cette boîte qu'ils installent dans le bâtiment, qui va récupérer les données brutes de la GTB, les renvoyer sur une plateforme cloud et qui font un déport d'API dans le cloud. En gros, l'idée qui est pertinente, c'est de se dire que c'est compliqué d'aller chercher les données brutes de la GTB
dans le bâtiment, parce qu'il faut déjà pouvoir se connecter au bâtiment. Donc là, à travers cette boîte, à travers cette solution, on va positionner un concentrateur GTB dans le bâtiment, et ce concentrateur va déjà renvoyer toutes les données dans le cloud. Donc en gros, on fait un déport des données dans un serveur cloud, et puis ensuite on expose les API dans le cloud. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'en gros, des applications qui sont dans le cloud font juste du cloud to cloud et n'ont pas besoin de se prendre la tête et de comprendre comment je vais aller ouvrir un VPN, connecter, mettre des drivers dans le bâtiment. En gros, aller maîtriser finalement tout ce monde de l'outil que je ne maîtrise pas, qu'il ne maîtrise pas plutôt, et finalement à faire un monde qui est faire l'usage, avoir l'usage plutôt de solutions qu'ils ont l'habitude de maîtriser dans l'IT, à savoir vraiment des échanges d'API. Donc ça facilite énormément les choses aussi, mais pareil, ça c'est du déport d'API, c'est pas ce qu'on appelle nous un boss, toujours de la même manière. Dans les données GTB, une porte, un ticket de maintenance ou un référentiel de description du bâtiment n'existait pas, il n'existe toujours pas ici. Donc le périmètre de gestion de données n'a pas changé, c'est la manière dont on expose et on fournit les données qui a changé. Donc nous, ce qu'on appelle un boss, c'est un outil qu'on met au centre, et d'ailleurs c'est ce qui est appelé boss aussi par la SBA. C'est un outil central qui a pour vocation à gérer un référentiel commun de description du bâtiment, à assurer une convergence IT-OT, à orchestrer l'échange, le partage de données, mais pas juste de certaines briques de données, ça les systèmes le font bien entre eux, mais plutôt d'avoir une vision transverse sur l'ensemble des données du bâtiment. C'est-à-dire qu'en gros, on est censé être capable dans un boss de comprendre des données BIM, de pouvoir les exposer, de description du bâtiment, de pouvoir les exposer, mais aussi des données de GMAO, potentiellement, pouvoir récupérer des données GMAO ou les exposer auprès de l'IWMS ou auprès de solutions mobiles occupants. Et bien sûr des données OT qui peuvent être soit des données IoT, soit des données des points de mesure, soit d'autres types de données. Donc en fait, vous voyez que la nature des objets qu'on est en train de traiter n'est pas tout à fait la même. Et donc je pense que bien nommer les choses, c'était déjà la première chose. Donc effectivement, la définition du terme boss, aujourd'hui vous avez 7 définitions différentes. Je pense qu'avec les SBA, on va clarifier ça et surtout les autres définitions. Il y a déjà des noms pour ça. Un IWMS s'appelle un IWMS, un superviseur GTB s'appelle un superviseur GTB, un concentrateur GTB s'appelle un concentrateur GTB, un concentrateur IoT s'appelle un concentrateur IoT, un hyperviseur BIM, c'est un hyperviseur BIM. Donc on n'a pas besoin de trouver un autre nom. Voilà, et je pense que le marketing, c'est quelque chose qui est très important, mais ça peut aussi pas faciliter la vie parce que ça, avant tout, je pense qu'un bon marketing, c'est un produit bien nommé. Je vais, je pense, arrêter là parce que j'ai déjà un tout petit peu dépassé de 5 minutes le temps que je voulais prendre là-dessus. J'espère en tout cas que j'ai bien réussi à vous expliquer ce schéma-là et les différentes briques qu'on y voyait. J'ai tout à fait conscience qu'il n'est sûrement pas exhaustif. Le bâtiment, en fait, le bâtiment digital, c'est encore plus compliqué que ça. Mais au moins à ce niveau-là, ça permet quand même de prendre les choses dans leur ensemble et puis de pouvoir aller dans un niveau de détail assez fin pour comprendre quelle brique fait quoi et bien nommer les différentes briques sans avoir besoin en plus de rentrer à l'échelle de chacun des protocoles. Donc ce que je propose maintenant, c'est de prendre du temps pour reprendre vos questions une à une et puis d'essayer d'y répondre correctement. Alors, je vous demande juste 2 petites secondes. D'abord, je vais essayer de reprendre les questions une à une. Donc R2S n'impose pas un réseau IP unique ni BACnet, votre avis? Oui, R2S alors impose quand même une chose, c'est une convergence IP et l'objectif c'est qu'il y ait un réseau IP d'infrastructure du bâtiment. Là où c'est pas forcément unique, là où je suis allé un petit peu plus loin, c'est que le réseau d'infrastructure du bâtiment, c'est pas forcément le réseau data du preneur. Voilà. Mais par contre, le fait qu'il y ait un réseau IP du bâtiment et qu'on transforme une segmentation physique par une segmentation logique, ça permet quand même de toute façon de relier, d'aller récupérer les réseaux. Et quand je dis un réseau unique, à partir du moment où vous mettez un routeur entre deux réseaux, on arrive sur un réseau unique. Donc si je pense quand même que le R2S impose ou propose concrètement le fait que demain, il y ait un réseau IP unifié de l'infrastructure du bâtiment. Là, je suis allé un petit peu plus loin parce que je l'ai couplé aussi avec le réseau data, mais après tout, c'est ce qu'on voit, nous, chez certains clients. Hein. On a un réseau du bâtiment, voilà, où on met en place directement des switches qui sont paramétrables, programmables, ce qui va permettre de faire demain une segmentation logique
via des VLAN, des différents réseaux. Et ça va permettre d'aller beaucoup plus loin parce que ça devient logique et donc on est capable de remplacer l'installation d'équipements physiques par juste de la programmation logique et donc d'aller beaucoup, beaucoup plus vite dans les évolutions potentielles. Voilà. Après, est-ce que ça impose BACnet? Non. Le but, c'est d'avoir la convergence IP. Après, le protocole, ce qu'impose, c'est d'avoir des API ouvertes et documentées et un réseau IP convergé. Donc typiquement, du BACnet IP, c'est considéré comme des API ouvertes et documentées en IP. Enfin, pour nous, du BACnet, ce sont des API, BACnet IP. L'OPCUA aussi, mais si vous avez des systèmes avec des API, ce qu'il faut, c'est que les API soient ouvertes et documentées. Ça, c'est peut-être un point important. Avoir des API, ça ne suffit pas. Si je n'ai pas la documentation, je ne peux rien faire. Voilà. BACnet, typiquement, c'est un protocole, mais BACnet IP, c'est un protocole ouvert et documenté sur lequel je peux aller chercher la documentation en ligne. Je vais trouver, donc je sais que tous les équipements qui fonctionnent en BACnet, je vais pouvoir les requêter. Après, lire la donnée qui est dedans, c'est autre chose. La comprendre, parce qu'elle a encore, on peut encore faire des choses, c'est autre chose. Mais au moins, je sais récupérer la donnée. Alors, deuxième question, comment aborder l'aspect de cybersécurité dans le cas d'un réseau IP unique? Alors, la cybersécurité, c'est la moitié du travail d'une DSI. Ça veut dire que la sécurité est gérée par des gens qui font de l'IP d'une manière qui est radicalement plus évoluée que sur tous les autres réseaux qui existent. Concrètement, le standard de l'IT moderne, c'est l'IP en termes de protocole de communication, et tous les systèmes et toutes les DSI du monde travaillent sur la sécurité et la cybersécurité. C'est même leur premier métier. En fait. Donc je pense que penser qu'on va avoir une sécurité plus importante si on ne passe pas sur l'IP ou si on gère d'autres réseaux, c'est faux. On peut l'avoir, hein, cette sécurité importante, elle consiste à ne rien connecter du tout, donc à rester sur des systèmes complètement séparés. Si je reprends mon slide, si je suis sur des systèmes comme ça, effectivement, j'ai complètement séparé. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est plus sécurisé? Bon, potentiellement oui, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller me connecter sur le système pour le. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que j'aille me connecter à chaque système pour pouvoir le corrompre. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intelligent. C'est-à-dire que globalement, je ne peux pas récupérer les données d'ici pour les utiliser dans mon application de maintenance prédictive. Voilà. Donc il y a un moment, il y a aussi une contrainte. Si on veut être plus intelligent, il faut être plus connecté. Et si on veut être plus connecté, il va falloir connecter les systèmes, donc gérer leur sécurité. En fait, si je ne veux pas connecter les systèmes, je peux conserver et dire je suis très sécurisé, je garde un système complètement segmenté, siloté, et chaque silo est complètement indépendant. Ça ne veut pas dire qu'il est bien protégé, hein, parce qu'en réseau GTB aujourd'hui, vous vous connectez, il y a zéro protection. Voilà. Mais ça veut dire que déjà, il faut venir physiquement s'y connecter. Donc pour moi, l'IP, en tout cas, les gens qui ont travaillé sur la cybersécurité, les personnes les plus compétentes au monde, elles ont travaillé sur la cybersécurité dans les réseaux IP, et c'est là où vous retrouverez le plus grand nombre de compétences en cybersécurité. Voilà. Donc je pense que c'est pas un moins de faire de la convergence IP pour travailler de la cybersécurité, c'est même plutôt un plus. Alors, les API en couche basse de votre schéma sont les automates programmables. Alors attention, on fait distinction. Les API, c'est du logiciel, les automates, c'est du matériel. Donc en fait, les automates embarquent des logiciels. Et après, est-ce que ces logiciels exposent des API? Donc est-ce qu'elles exposent des interfaces logiques? En gros, est-ce qu'elles me disent quelle langue je parle et quelles questions tu peux me poser? Donc, API, c'est vraiment quelque chose de logique, c'est du logiciel pur. Les gateways et les automates, c'est du matériel. Donc vous avez certains automates qui ont des logiciels qui exposent des API. Donc, en fait, quasiment tous les automates aujourd'hui peuvent parler un protocole particulier. On parle de BACnet, on parle de KNX, on parle de. Voilà. Donc finalement, un protocole, c'est que l'automate a un logiciel embarqué. Ce logiciel dit au reste du monde, voilà quel est le langage que je parle. Je parle BACnet ou OPC ou KNX ou Modbus. Donc de ce point de vue-là, à partir du moment où il expose, où il dit voilà comment tu peux m'interroger, les questions que tu peux me poser, c'est qu'il a globalement ce qu'on peut appeler une API. Donc moi, au sens large, un protocole c'est plus riche, ça peut rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle les API. Ensuite, les API, elles peuvent être fournies à chaque niveau en fait. Chaque logiciel peut fournir ses API. L'IWMS tout en haut peut fournir ses API, c'est-à-dire dire voilà, moi je gère des données de gestion des espaces, voilà les données que je gère, voilà le langage que je parle, voilà les questions, la liste de questions que tu peux me poser et auxquelles tu auras une réponse.
Voilà. Un IWMS peut exposer ses API, un automate peut exposer des API, un objet connecté peut exposer des API ou un protocole, un concentrateur peut exposer des API, une supervision peut exposer des API. Par définition, tout logiciel peut demain exposer des API. Voilà. Donc c'est une API, finalement, c'est quelque chose d'assez large, une définition assez large qui définit Application Programming Interface, en gros, euh, interface applicative qui me permet d'exposer mon langage et les questions que tu peux me poser auxquelles je peux répondre, donc qui me permet de pouvoir échanger des données entre deux logiciels. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère en tout cas. Voilà. Et les API en couche basse, il y en a dans les automates. Vous avez alors tous les automates qui parlent BACnet IP, on pourrait dire qu'ils ont une API. Vous avez les automates d'Istec, par exemple, qui ont des API REST embarquées dedans, mais parfois on n'embarque pas les API directement dans l'automate, elles sont embarquées plutôt au niveau du concentrateur. Donc typiquement, si je regarde une DoGate, elle sait parler plusieurs protocoles en bas et elle a des API ouvertes et documentées au-dessus. Donc elle est capable de parler BACnet IP au-dessus, mais aussi avoir des API spécifiques. Donc voilà, on peut proposer des API à l'échelle de l'automate, à l'échelle du concentrateur et aussi à l'échelle du boss. Voilà, donc à l'échelle transverse. Typiquement, nous, le boss expose des API aussi à ce niveau-là. Par contre, les API qu'on expose sont pas de la même nature forcément. Là, on va avoir exposé des API spécifiquement pour récupérer des données GTB à partir du périmètre dédié à la GTB, c'est-à-dire qu'en gros, je ne pourrais pas demander à la GTB, donne-moi la liste des portes, donne-moi la liste des tickets de maintenance. Ça servira à rien. Par contre, je peux le demander à la GMAO et normalement, je pourrais le demander au boss aussi. Alors, le Tegrepax demande le suivi énergie soit assuré par la GTB. Je ne suis pas sûr. En fait, le décret BAX demande à ce qu'il y ait un suivi énergétique qui soit assuré. Voilà. Et que ces données énergétiques puissent être remontées auprès de, par exemple, de la plateforme d'État, en gros, pour qu'il y ait un suivi énergétique. Ça ne veut pas dire que ce soit de la GTB qui fait. Par contre, le décret BAX va aussi imposer qu'on puisse non pas faire que le suivi énergétique, mais qu'on puisse diminuer sa consommation énergétique de 5% par an. Or là, on n'est plus dans le suivi juste, on est dans l'action concrète de diminution. Or, comment vous voulez modifier quelque chose que vous ne maîtrisez pas? Et aujourd'hui, pour maîtriser, il va falloir globalement piloter. Et comme outil de pilotage, l'AGTB est un outil de pilotage qui globalement pilote le confort. Et comme on sait que la CVC et les luminaires sont des très gros consommateurs d'énergie, on se doute bien que si je veux pouvoir diminuer, éviter les gâchis, par exemple, ne pas allumer ou chauffer une pièce qui n'est pas utilisée, mais il va falloir déjà que je sois capable de savoir si la pièce est utilisée ou non. Les données GTB sont utiles, les données de description du bâtiment sont utiles, les données d'agenda sont utiles, les données de comptage IoT peuvent être utiles, et que je sois capable de piloter en retour. Donc en fait, ce qu'on va vouloir, on va vouloir connecter la GTB parce qu'on veut piloter. Mais ce n'est pas forcément la GTB qui vous donne les données énergétiques, même si globalement, la majorité des nouvelles GTB sur le marché sont capables de se connecter au compteur énergétique. C'est pas plus compliqué que de se connecter au luminaire ou à la cassette de clim. Donc globalement, elles savent tout le faire. C'est vrai qu'on peut mutualiser ça dans la GTB, mais le suivi, peu importe comment il est fait, par contre le pilotage, effectivement, la GTB est un élément très important pour le pilotage. Alors, y a-t-il une raison ou des raisons de mettre lumière et store ensemble SDE? J'ai voulu, non, il n'y a pas de raison. Enfin, souvent dans les GTB modernes, historiquement, on avait le pilotage des stores d'un côté, le pilotage de la lumière d'un côté, le pilotage de la CVC de l'autre côté. On va dire que les GTB modernes commencent à déjà structurer un petit peu ça, qu'il y a des composantes. Voilà. Donc je ne pouvais pas mettre tous les équipements du bâtiment. J'ai regroupé éclairage et store. C'était purement, comment dire, arbitraire de ma part. C'était juste pour montrer qu'on faisait ça. Et d'ailleurs, je vous ai même mis ça souvent sous la GTB. Aujourd'hui, on va dire, ça fait souvent luminaire, store et puis CVC. C'est ce qu'on trouve de manière assez générique dans les GTB récentes. Intelligent, connecté directement à l'IP, le mot intelligent est utilisé avec tellement de sens différents. Alors non, intelligent, justement, c'est pas ça. L'IP, c'est un moyen. Intelligent, c'est qui est, si on prend
la définition, par exemple, de Turing, c'est un système est intelligent si le test de Turing, c'est si quand je discute avec lui, je ne suis pas capable de distinguer si c'est un humain ou si c'est un ordinateur qui me parle. Globalement, ça pourrait dire, on pourrait traduire ça par un bâtiment serait intelligent quand je serais capable de demander au bâtiment tu peux me sortir ton bilan carbone, s'il te plaît, et qui me sortira son bilan carbone. Tu peux me donner euh, quelle est la température courante dans ma salle, il sortira la température. Tiens, tu peux éteindre tout l'étage 2, s'il te plaît, et il éteindra. Voilà. On pourrait traduire par intelligence. Aujourd'hui, on pourrait le traduire par le nombre de services que peut apporter le bâtiment. Donc, c'est pas lié au réseau IP, c'est lié au nombre de services et au nombre de questions-réponses qu'on peut échanger avec le bâtiment. Mais si on n'a pas de réseau IP ou si on n'est pas capable de mutualiser des réseaux IP, de toute façon, ma question, elle ne sera pas capable, si je pose la question éteins les luminaires, globalement, il faut bien qu'à un moment, entre le service qui reçoit la question qui est en haut et puis le luminaire qui est en bas, il y a toute une chaîne de transformation et de gestion d'information qui fait que on arrive à respecter, à voir si j'ai les droits de poser sa question, si j'ai les droits, où est-ce que je me situe dans le bâtiment, à partir de cette information, où est-ce que je me situe, quel est l'équipement qui pilote le luminaire, quel est le luminaire exactement et quelle est la fonction que j'utilise pour l'éteindre. Donc il y a toute une chaîne de traitement de la donnée qui fait que si j'ai pas un réseau unifié, globalement, je peux pas être intelligent. Voilà, donc on va dire que le réseau IP, c'est une condition de l'intelligence, IP ou autre, mais le réseau unifié partagé est une condition de l'intelligence, c'est pas le but, c'est pas l'intelligence en tant que telle. Le décret Bax demande d'être capable de suivre sa consommation énergétique et d'être capable de montrer des gains. Les moyens pour y parvenir sont libres et il faut donc rester ouvert sur ce qu'on met derrière le GTB. Je suis d'accord, voilà ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire que la manière de faire, effectivement, l'objectif, c'est de montrer des gains et de monitorer. Après, il y a quand même des outils, hein, des outils très concrets qui permettent de piloter demain. Voilà. Par contre, ces pilotages sont rarement assez intelligents pour faire des gains aujourd'hui. C'est automatisé, pas intelligent. Intelligent, ce sera vraiment quand je serai capable de prendre en compte pas que des données GTB pour piloter la GTB, mais prendre en compte l'intégralité des données, le contexte global pour piloter le bâtiment. Et ça, c'est par ce type d'architecture sur lequel on arrive à faire de la convergence qu'on y arrivera. Et je ne vous dis pas qu'on est encore assez intelligent. Je suis persuadé que dans 10 ans, on ira encore plus loin que ça. Alors, prérequis, avant de se lancer dans un boss sur un site existant, ne faut-il pas au préalable nettoyer l'existant? Alors, sur un site existant, il y a toujours des choses à faire. Après, de toute façon, il faut se lancer pour pouvoir les faire, hein. Mais, il y a toujours des choses à faire. Donc déjà, comprendre quel est l'existant et donc souvent, on fait des audits en amont pour savoir si, la GMAO que vous utilisez, elle a des API ouvertes et documentées. Si elle n'en a pas, on ne fait pas de magie. Donc on n'est pas capable de se connecter avec des solutions qui n'exposent pas leur API. Je vais prendre une comparaison. Vous voulez parler à quelqu'un, voilà. Si cette personne parle une langue différente de la vôtre, globalement, comment vous faites pour échanger avec lui? Si vous ne connaissez rien à sa langue, s'il ne vous dit pas, vous avez aucune information sur quelle langue il parle, je peux même pas aller l'apprendre. Je peux même pas trouver quelqu'un qui la parle, je peux même pas trouver un traducteur. Donc la première chose, quand on dit API ouverte et documentée, c'est vous avez un système qui veut dialoguer avec un système, celui-là parle chinois, celui-là parle anglais. Si moi je parle anglais, je ne connais pas le chinois, je ne connais pas l'allemand, finalement, je ne connais pas toutes les langues asiatiques. Pour un Européen, on pourrait dire que les langues asiatiques peut-être se ressemblent. Mais si on ne me dit même pas quelle langue il parle, je ne sais même pas quelle langue apprendre et comment l'apprendre ou quel traducteur trouver. Donc, il n'a pas d'API ouverte, voilà. Il ne me dit même pas quelle langue il parle. Pour que je puisse échanger avec lui, il va falloir qu'il me dise quelle langue il parle et après, que je puisse avoir soit accès au dictionnaire pour pouvoir apprendre la langue, soit que je puisse trouver un traducteur qui, lui, connaît déjà la langue et connaît la mienne et puisse faire l'échange entre les deux. Voilà. Donc, pour que deux systèmes échangent, il faut que chacun dise quelle langue il parle. Je parle chinois, je parle anglais. Voilà mon dictionnaire, voilà les questions que tu veux me poser, les questions que je peux les réponses que je peux t'apporter. Voilà mon dictionnaire, voilà les questions, réponses que je peux t'apporter. Et puis à la fin, il faut construire un connecteur entre les deux. Donc, soit que lui apprenne l'anglais, soit que lui apprenne le chinois, soit qu'il y ait quelqu'un entre les deux qui apprenne l'anglais et le chinois et qui fasse la traduction. Il y a deux systèmes qui parlent ensemble, c'est pareil. Il y en a un qui parle qui a son API, son langage, l'autre qui a son API, son langage. Soit celui-là apprend à parler son langage, soit celui-là apprend à parler son langage, soit je crée un connecteur entre les deux qui connaît les deux langages et qui fait la traduction. C'est exactement pareil. Donc, la première chose à faire quand on veut aller vers
le but, c'est pas d'aller vers le boss, hein. Le boss, c'est un outil pour aller vers le smart building. Donc, le but, c'est de faire du smart building. Il faut déjà faire un bilan de l'existant. Quelles applications j'ai? Quel langage elles parlent? Est-ce que j'ai les API? Est-ce que j'ai le dictionnaire sur ces langages? Oui, non. Et est-ce que j'ai une description commune du bâtiment entre les deux? Oui, non. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à se lancer dans un projet. Effectivement, ça se considère comme un projet. Ça se structure comme un projet digital avec une maîtrise d'ouvrage digitale, une maîtrise d'œuvre digitale et l'ensemble des compétences qui font qu'on est capable d'apprendre le langage ou de développer le connecteur qui va bien, s'il y a besoin. Voilà, donc et puis ensuite, mais il y a quand même des règles de base qui sont, toutes ces règles du R2S, c'est des règles logiques, hein. Avoir un réseau IP unifié avec des API ouvertes et documentées, finalement, c'est des standards de l'IT qu'on vient amener dans le bâtiment. C'est pas révolutionnaire pour quelqu'un qui fait de l'IT depuis longtemps. Alors l'IWMS intègre la GMAO et est utilisé à la fois par des occupants et l'exploitant mainteneur. Alors parfois oui, parfois non, hein. Souvent le mainteneur, l'IWMS oui, c'est quelque chose d'assez large, hein. Ça intègre aussi des fonctions de GMAO, mais on voit aussi dans beaucoup de boîtes qu'il y a une direction immobilière qui achète un IWMS, elle l'utilise pour elle, mais finalement le mainteneur utilise ce GMAO de l'autre côté. Voilà, on est dans des métiers avec plein d'acteurs assez complexes, et même si l'IWMS a les compétences, ben, on met souvent deux outils qui ont deux compétences différentes, l'une à côté de l'autre. Et puis souvent des mainteneurs, il y a le mainteneur du propriétaire et le mainteneur du locataire, ils ont parfois même pas la GMAO, pas la même GMAO. Donc malheureusement, la réalité est un peu plus, enfin, les capacités techniques sont là, mais la réalité d'usage n'est pas celle, ne correspond pas aux capacités techniques. Pas toujours en tout cas, mais je suis d'accord avec vous. L'IWMS intègre des fonctions de GMA. Il y a beaucoup de prérequis avant d'obtenir tous les bénéfices de l'architecture cible. Alors, on n'est pas obligé d'aller sur l'architecture cible tout de suite. En gros, il y a quand même, je ferai un autre webinar sur lequel cette architecture cible, on n'est pas obligé d'avoir tous ses composants tout de suite. Par contre, si on l'a en tête, ça permet de commencer à la construire et de ne pas réorganiser, de ne pas construire le bâtiment dans le même ordre. En fait, plutôt que de partir sur un ordre qui était, je vais faire l'ordre qui était un petit peu donné par là, hein. Je vais commencer par mettre plein de silos, puis ensuite je vais me poser la question de la connexion. On pourrait commencer par se dire, bah non, je pars d'abord sur mettre toute l'infrastructure de connexion, les réseaux IP convergés, le réseau Internet qui existe déjà, le boss, et ensuite je construis autour de ça, les différents organes qui le composent. En gros, c'est même ce qui va arriver, j'en suis persuadé dans l'avenir. Aujourd'hui, quand vous achetez un PC, vous achetez un PC avec l'OS et ensuite vous mettez les applications autour de cet OS compatible. Vous ne faites pas un PC en mettant plein d'équipements, plein d'applications, puis ensuite vous mettez un OS pour ça, et puis vous dites bah, comment je vais faire collaborer tout ça, quoi. Voilà, donc on met d'abord en place l'architecture et l'infrastructure, et ensuite on met les modules qui fonctionnent autour. Dans un bâtiment, je mets d'abord en place les fondations et ensuite je construis mes briques au-dessus. Ben voilà, on met d'abord en place la fondation digitale pour ensuite construire les briques. Ça, c'est ce qui arrivera demain. Donc effectivement, je pense qu'il y a il y a une modification de la manière dont on va structurer, dont on va organiser finalement la conception du bâtiment. C'est ce qui est difficile, hein. Si on pouvait faire ça avec la même organisation qu'aujourd'hui, personne ne se poserait de questions. Effectivement, ça demande une modification. C'est pas qu'un outil, ça demande surtout une organisation de projet et une modification de la démarche d'intégration des différents systèmes dans le bâtiment. Donc, il y a des prérequis organisationnels, il y a des prérequis techniques, et oui, il y a des vraies compétences à mettre en œuvre pour arriver à cette architecture technique, même si on n'est pas obligé de tout déployer d'un seul coup. L'une des bonnes procédures est de s'appuyer sur le référentiel Ready to Service pour assurer les prérequis Smart Building, que ce soit des projets neufs ou existants. Oui, alors le référentiel Ready to Service, il va vraiment vous structurer la partie réseau, donc la partie jaune ici, et puis vous imposer de faire en sorte que tous les choix des systèmes que vous prenez aient des API ouvertes et documentées. Ça, c'est effectivement des prérequis. Si vous voulez, déjà prenez cela et garantissez que ces prérequis sont bien respectés. Voilà, parce que si ceux-là sont bien respectés, moi ou toute société IT, en fait, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile derrière parce que il y a un moment, je ne vais pas être obligé de retrouver qui a fait l'intégration pour lui demander concrètement comment il a fait. Alors après,
Voilà, si je sais déjà que ça parle BACnet IP, que ça a des API, qu'elles sont documentées ici, que ça a des API, ça c'est documenté ici, que celui-là parle OPC-UA, que j'ai toute la documentation, ça facilite mon travail. Alors après, c'est pas pour ça, c'est pas suffisant. Je vais vous donner un exemple en BACnet IP. BACnet IP, c'est bien, ça me permet de récupérer la donnée. Par contre, l'intégrateur GTB peut avoir nommé son point bâtiment A, étage 2, capteur de température. Donc là, la donnée est compréhensible. Ou peut avoir nommé son point analog value 308. Et là, elle est incompréhensible. Donc en fait, il y a quand même, et ça, pour le coup, c'est pas forcément une contrainte dans le standard, le nommage des points n'est pas une contrainte. Donc, toutes les conventions de nommage qu'on va pouvoir appeler au-dessus, qu'on va pouvoir amener au-dessus, des conventions BIM, des conventions de nommage, etc., c'est des éléments supplémentaires qui n'existent pas trop dans les projets aujourd'hui, et qu'on va rajouter au-dessus finalement. Et c'est un petit peu des standards de l'IT. Quand on gère un projet IT, la convention de nommage, c'est quelque chose de très important. Le métier de l'IT, c'est de construire une architecture de système d'information, c'est-à-dire de bien gérer la qualité de l'information. Donc la qualité de l'information est au centre de tous les process de mise en œuvre de systèmes d'information. Et effectivement, une bonne qualité d'information, une convention de nommage, une convention BIM, si vous regardez concrètement, c'est quel est le niveau d'information, le level of detail, quel est le level of information, enfin, en gros le niveau de détail, le niveau d'information. On est vraiment en train de parler de qualité d'information quand on traite ça. Finalement, il faut arriver à exprimer ça aussi dans les cahiers des charges GTB en disant tu ne vas pas nommer les points, enfin, toi, intégrateur GTB, tu nommeras pas tes points comme tu veux. On a des chartes, on a des standards. Voilà. Si tu les utilises, on sait qu'on est capable de récupérer la donnée parce que tu as un protocole ouvert et qu'on est capable de comprendre la donnée parce que tu as respecté cette charte-là et que c'est une charte qui est comprise par nous. Voilà, donc il faut aller un petit peu plus loin aussi, mais pareil, ça se gère et c'est des choses qu'en gros, un expert ou nos intégrateurs sont tout à fait capables de vous proposer. Voilà. Comment rassure-t-on des clients frileux par rapport à l'ouverture sur internet de leur système OT? Concrètement, il faut qu'ils aient un objectif, hein, client frileux, s'il n'y a pas d'objectif derrière, voilà. Alors tout n'a pas besoin d'être ouvert. Déjà, on peut déployer aussi des services directement dedans quand on travaille, là je vois qu'il y a Alain, quand on travaille avec EDF. EDF, ils ont une politique de gestion de la donnée qui est quand même assez importante, c'est une vraie DSI. Et donc concrètement, ils ont une politique de sécurité de la donnée qui est que les données ne sortent pas du système d'information d'EDF. Mais ça veut dire aussi qu'à côté, ils ont la DSI qui a les capacités, qui a mis en place un cloud interne, voilà, un ensemble de personnes qui savent gérer une infrastructure et qui sont compétents en gestion de données. Alors après, ceux qui sont plutôt quand on est du bâtiment standard, où toutes les données ne sont pas non plus ultra confidentielles, ou bien même si elles sont confidentielles, on peut les gérer dans le cloud, c'est pas non plus, ça existe, hein. Voilà, donc là, je pense qu'il faut surtout faire en sorte que ces personnes-là commencent à travailler avec des AMO IT, avec des consultants IT, et commencent à rentrer un petit peu dans le monde de l'IT, parce que bâtiment digital, c'est la moitié du digital, en fait. C'est pas que du bâtiment. Et donc, je pense que se faire accompagner par les bonnes personnes. Une chose qui est assez marrante, ça nous est arrivé au moins 5 fois l'année dernière, c'est qu'en gros, on nous demande, on a des problèmes, on arrive sur des bâtiments sur lesquels il y a des problèmes de compatibilité entre différents logiciels. J'ai ma GTB qui devait parler avec ma GMAO, qui devait parler avec mon BIM GEM, finalement rien ne parle ensemble. Donc on a des problèmes d'interaction, d'interopérabilité entre différents logiciels. Et en face de nous, les gens qui nous posent cette question sont des gens du bâtiment. Et j'ai aucun responsable IT en face de moi. Alors si vous regardez, c'est pas une problématique bâtimentaire. La problématique bâtimentaire, c'était est-ce que ma maintenance va bien être faite? Or là, on dit, voilà, j'ai plein de logiciels et ils n'arrivent pas à communiquer. Donc c'est vraiment une problématique de comment je renvoie la bonne information au bon logiciel, au bon moment, avec la bonne capacité. C'est vraiment de l'IT, du pur IT. C'est que de l'IT. Et on demande à des gens du bâtiment d'identifier un problème IT qu'ils ne maîtrisent pas et de choisir des solutions IT qu'ils ne connaissent pas. En fait, c'est juste qu'il faut bien identifier le problème. C'est un problème IT, donc il faut faire intervenir des gens compétents de l'IT et proposer de faire le choix d'application par des gens compétents de l'IT. C'est pas du bâtiment, c'est de l'IT. Et dans le bâtiment digital, il y a les outils qui servent au bâtiment, mais il y a tout un cœur de plateforme qui est du pur IT sur lequel il faut se faire accompagner avec les bonnes personnes. Alors l'OT et l'IT, c'est aussi du 1 et du 0.
Voilà, dans l'OT, il y a aussi du 0-10 volts, mais à la base, on a des convertisseurs, analogiques numériques et à la fin, ça reste de l'IT et en fait, une grosse partie de l'OT, de l'automatisation d'ailleurs maintenant, c'est il y a aussi quand on parle de convergence IP, de l'OT, c'est aussi parce que l'OT évolue vraiment vers ça. Donc les automates, ce sont des convertisseurs, analogiques numériques, mais en sortie de l'automate, maintenant, c'est que de l'IT, c'est aussi des 1 et des 0 et donc, même dans l'OT, c'est pour ça qu'on a appelé ça OT aussi, c'est juste pour dire que c'est des équipements opérationnels qui sont sur le terrain, c'est très distribué, là où l'IT est très centralisé, voilà, mais on est sur du temps réel quasiment, là où on est plutôt sur du transactionnel dans l'IT, voilà, mais même l'OT évolue vraiment vers le enfin, l'OT maintenant, c'est 80 de numérique aussi, enfin, c'est 50 de numérique et puis de 50 de convertisseurs analogiques numériques. Dans l'existant, on n'a pas de BIM. Alors, il ne faut pas vous faire une montagne du BIM. Dans l'existant, on a des plans. Dans l'existant, on a des plans, on a un bâtiment et on a une description du bâtiment. En fait, le BIM, oubliez le mot BIM, considérez que juste c'est une description informatique précise du bâtiment, ce que n'étaient pas les plans. Un plan, c'est très difficilement traitable d'un point de vue informatique. Le BIM, c'est très facilement traitable d'un point de vue informatique. Donc, au fait, oui, dans l'existant, on n'a pas de BIM, mais dans l'existant, quand vous devez paramétrer votre GMAO, bah, vous reprenez les plans et vous reconstruisez soit sur un fichier Excel, soit dans l'outil de paramétrage, bâtiment, étage, local, équipement. Ça vous coûte 2 à 3 euros du mètre carré. Concrètement, si je reprends les plans et je vous fais faire une maquette BIM et que j'extrais, moi, ça me coûte beaucoup moins cher et c'est fait beaucoup plus rapidement. Voilà, donc je sais qu'il y a tout un univers autour du BIM qui fait peur parce que, en gros, on confond entre guillemets la réalisation d'une maquette BIM à partir de plans qui peut coûter, je sais pas, 0,5 centimes d'euros du mètre carré ou même pas, avec la mise en place d'un projet digital du bâtiment, structuré autour d'une organisation en maîtrise d'ouvrage, BIM management, etc. Et l'organisation d'un projet qui, là où on est en train d'inventer le bâtiment, de l'imaginer et d'organiser un projet complet de gestion des données du bâtiment. Et en fait, le coût de mettre en place une démarche BIM, c'est pas le coût de modélisation. Le coût de modélisation, vous me donnez les plans, je modélise, ça coûte moins cher que de paramétrer une GMAO. Beaucoup moins cher. Voilà. Ça coûte moins cher que de paramétrer l'IWMS. Ça coûte moins cher que de paramétrer la supervision GTB d'ailleurs aussi. Euh, c'est juste qu'on ne fait pas la même chose. Dans un cas, je recopie les plans, dans l'autre cas, j'organise un projet complet de structuration et d'organisation des données au moment d'un processus de conception. Donc on n'a pas de BIM dans l'existant, mais si vous me donnez des plans, je remonte une maquette BIM pour moins cher que le prix enfin, pour un prix ridicule. L'architecture doit être évolutive, en particulier, doit pouvoir se mettre en place progressivement, donc pas de big bang sur la cible. Alors, au fait, si, ça demande quand même, en fait, une architecture évolutive. Si je mets en place une architecture telle que je vous montre à l'écran, là, si je la mets en place en partant d'une architecture silotée, elle ne sera pas évolutive par nature. Par contre, si je la mets en place en disant bah, je pars directement de cette cible et ce que je vais mettre en place, c'est j'oublie tous les équipements en dessous, mais je mets en place tout ce qui est jaune et tout ce qui est orange là, enfin pas la partie BIMGEM, mais la partie réseau, la partie cœur de plateforme, middleware, et ensuite je construis autour les différentes applications. Là, je suis sur une démarche évolutive, j'ai construit ma fondation et ensuite je peux augmenter. Sinon, dans un cas, je construis silo par silo et chaque silo est très compliqué. Peut-être pour reprendre ce schéma, si vous voulez vous mettre dans l'objectif évolutif, la vraie définition, c'est qu'il ne faut plus partir de je mets en place un silo, puis un deuxième silo, puis un troisième silo. Il faut partir directement de l'architecture cible finale et vous dire ce que je mets en place, c'est le boss et le réseau IP unifié. Et à partir du moment où j'ai mis ces deux choses-là en place, je vais ensuite venir plugger autour les choses qui m'intéressent. Là, je suis évolutif. Premier cas, je ne suis pas évolutif ou très difficilement et très cher. On est toujours évolutif, je peux vous rajouter un autre silo, c'est pas un souci. Mais par contre, ça va coûter plus cher et ce sera pas intelligent. Là, je suis dans intelligent et évolutif. C'est que je commence par l'infrastructure et ensuite je mets les briques autour de cette infrastructure. Je mets pas les briques et puis ensuite je me pose la question de l'infrastructure qu'il faut mettre en place. Ce sera le sujet d'un webinar que je vais faire, je pense, début d'année prochaine. Cependant, dans la progressivité, il y a des chemins plus logiques, chronologiques que d'autres. Oui, alors je sais pas, c'est peut-être pas forcément une question. Je vais passer à la question suivante. Cela serait bien lors d'un prochain webinaire d'avoir une présentation d'un cas concret. Oui,
Alors, on est en train de préparer ça. On a fini le déploiement d'un bâtiment là qui est celui de Vinci, et on est en train de discuter avec Vinci pour savoir comment est-ce qu'on peut communiquer dessus, et l'année prochaine pour essayer de faire un vrai Rex dessus. Je pense que c'est aussi important. C'est ceux qui sont nouveaux, et donc être en capacité de vous faire un vrai Rex avec ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, l'organisation du projet. Ce qui pêche, c'est moins la technologie que l'organisation des projets en général. Voilà, donc c'est le côté humain, organisationnel, compétences, et comment on structure tout ça. Je peux avoir les meilleurs outils du monde, si je gère ça n'importe comment, genre un résultat qui sera pas du tout au rendez-vous. Donc là, vraiment, je pense que ce serait intéressant de parler aussi du projet digital et de l'organisation du projet. Là, je vous ai fait plutôt quelque chose sur l'architecture technique et la construction du système d'information. Pourquoi le superviseur GTB est dans cette couche data et non pas au niveau application? Alors parce que très concrètement, aujourd'hui, un superviseur GTB est là. C'est-à-dire, c'est une application, mais qui est historiquement dans le bâtiment, souvent à la cave, qui était même pas connectée. Donc, voilà, et puis surtout, c'est une application qui était reliée à son équipement. Enfin, on parle du superviseur GTB, mais je pourrais parler de tous les autres superviseurs aussi, hein. Il n'y a pas que la GTB. Donc typiquement, si je regarde ici, le superviseur GTB, il était vraiment rattaché au réseau GTB. Le fait de passer sur des superviseurs GTB dans des applications, autrement dit qu'on pourrait le délier complètement et le passer sur des couches applicatives. Si aujourd'hui je le mets sur une application, il n'est pas connecté à la GTB. Il ne marche pas, il obtient aucune donnée. Il ne marche que parce qu'il est relié au réseau GTB. Donc ça, c'est une vraie question qu'on a aussi en ce moment. Est-ce que je pourrais, entre guillemets, supprimer ce superviseur, ici, et le mettre comme une application au-dessus? Je veux dire, concrètement, dans le bâtiment industriel, c'est même pas une question, ça se pose pas en fait. Ça se pose pas parce que dans le monde industriel, j'ai mon bâtiment doit être résilient. Si je mets en place un boss, je mets en place un boss pas pour juste mettre en place un boss, pour faire du smart building, pour pouvoir exposer les données du bâtiment à l'extérieur, pour faire en sorte que de l'extérieur on puisse agir sur le bâtiment, créer cette interaction, et pour rationaliser un système d'information. Si j'ai pas cet objectif, je mets pas de boss. Maintenant que j'ai cet objectif-là, ça veut dire que je vais vouloir potentiellement piloter ou agir à distance sur mon bâtiment. C'est l'une des raisons pour lesquelles on pourrait faire ça. Mais ça veut aussi dire que le boss, potentiellement, ouvre les données du bâtiment sur autre chose, soit en interne, soit sur l'extérieur. Donc si demain, il y a un premier outil qui est attaqué, d'un point de vue informatique, c'est aussi celui-là. Et le boss, potentiellement pour des raisons informatiques ou de maintenance, je peux pouvoir l'éteindre. Est-ce que si j'éteins le boss, j'ai plus accès à ma supervision GTB? Si j'éteins le boss, toutes les applications qui sont au-dessus ne peuvent plus interagir avec le bâtiment. Voilà. Donc, est-ce que ensuite j'ai besoin d'un niveau de résilience qui fait que si j'éteins mon boss 5 minutes, je dois absolument avoir ma supervision? Dans l'industriel, évidemment, j'ai des process industriels, mon bâtiment fait partie du process, donc je conserve, pour des raisons de résilience, un superviseur GTB en bas. Dans le monde du bâtiment tertiaire, la question se pose, si mon boss est éteint pendant 5 minutes, voilà, et que j'ai pas mon superviseur GTB pendant 5 minutes, globalement, vu la manière dont sont maintenus les superviseurs GTB, qu'au bout de 2-3 ans, de toute façon, ils ne marchent plus du tout, c'est qu'a priori, c'est pas non plus ultra critique, donc c'est tout à fait possible. Mais ça reste une discussion qui est ouverte aujourd'hui sur le fait de pouvoir ne plus mettre le superviseur GTB en bas et le mettre en haut. Mais on se pose la question pour tous les autres superviseurs, hein, potentiellement. Le parking, voilà. En tout cas, c'est pas parce que le superviseur ne marche plus que la solution parking ne marche plus. Tout comme la GTB, si mon superviseur GTB ne marche plus, mes automates, ils sont autonomes, ils sont toujours fonctionnels, donc ils n'attendent pas le superviseur pour marcher. Alors là, je suis en train de déborder, mais de manière très très importante, donc je vais essayer de finir aussi. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de faire 4-5 minutes maximum. J'ai déjà presque une demi-heure de retard, donc je vous remercie d'être resté, mais je vais essayer de ne pas aller trop loin. La donnée n'a pas, ou plutôt l'échange de données n'a pas de limite, seul l'usage de la couche service driveront l'architecture. Oui, effectivement, ce type d'architecture-là, puisque tout est entre guillemets convergé, qu'on a remplacé des silos physiques par potentiellement des silos logiques, ça veut dire qu'on est beaucoup plus malléable, beaucoup plus adaptable dans la manière dont on peut gérer les données, dans la manière dont on peut dire telle application a besoin de telle donnée, je lui transfère, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus évolutif, en tout cas, et à moindre coût par rapport à avoir une distinction par réseau physique qui demanderait en fait une action physique sur le bâtiment à chaque fois qu'on veut rendre disponible une donnée. Là, globalement, je me connecte, je modifie un paramétrage et je rends disponible cette logique, ou je ferme un paramétrage pour ne plus rendre disponible la donnée. C'est beaucoup plus facile, et ça peut même être
demain automatisés. Un bâtiment digital étudié aujourd'hui sera en exploit dans minimum 2 ans, oui. Alors on peut aussi faire du bâtiment existant. On n'arrivera peut-être pas au bout de cette architecture-là, mais on peut quand même, faire des choses. Mais effectivement, si on ne prend pas en compte l'architecture cible dès le début de la conception, on n'y arrivera pas. Voilà, si c'est encore une fois, on parle d'architecture, hein, je vous demande pas de faire tous les cas d'usage, de cibler tous les cas d'usage. Mais globalement, si vous voulez envisager un bâtiment qui fait 12 étages, si vous préparez pas la fondation qui permet d'atteindre 12 étages, jamais vous pourrez le faire, ou il faudra reprendre les fondations, ça coûtera un bras, voire détruire pour reconstruire. Voilà. Par contre, si vous envisagez déjà les bonnes fondations, ensuite vous pourrez rajouter des étages et en faire 3 au début, puis monter jusqu'à 12 demain. Donc on est un peu sur la même chose, c'est l'évolutivité, c'est quelque chose qui se prépare en amont, et si on a une vision globale et qu'on met en place la bonne infrastructure, le reste va sera beaucoup plus facile à faire ensuite. Alors, est-ce que je vais partager la présentation avec les participants? Oui, de toute façon, tous nos webinaires, ils sont sur le YouTube de Spinalcom, donc, et ils sont même sur notre centre de ressources. Donc, on essaie de les partager tous. Et donc, voilà, si jamais vous ne le voyez pas, vous nous le demandez, vous n'hésitez pas. Mais normalement, d'ici 1 à 2 semaines, il sera sur la chaîne YouTube de Spinalcom, sur laquelle vous retrouvez tous nos webinaires des années précédentes aussi. Est-ce qu'une application peut outrepasser un superviseur GTB? Oui, complètement. Déjà, il y en a plein d'autres, hein, qui le font, hein, mais globalement, un automate, il est autonome. Entre guillemets, c'est pas le superviseur GTB pilote l'automate. Et en gros, est-ce que le superviseur GTB peut piloter l'automate? Et est-ce qu'une autre application peut piloter l'automate? La réponse est oui. L'automate, lui, il voit juste des échanges de données au-dessus, que ce soit le superviseur ou quelqu'un d'autre, il ne sait pas ce que c'est. Et cette application-là, même, un superviseur GTB, il a ses fonctions, mais ce n'est pas l'outil le plus intelligent du monde. Donc, si vous voulez rajouter de l'intelligence, il faudra peut-être le rajouter aussi à côté demain, potentiellement. Et après, sur ces automates, en général, on a des règles d'écriture qui fait que on a des droits d'écriture qui fait que typiquement quelqu'un qui est dans le bâtiment, normalement, a toujours plus de droits que l'application qui est dehors, ou en tout cas pour faire varier un petit peu. Voilà. Donc oui, c'est tout à fait possible, ça se réalise déjà aujourd'hui. Quand vous avez une télécommande de confort, la télécommande et le supervision, c'est 3 outils de pilotage d'un même automate. Et il y en a qui ont des règles plus. Alors, si on en rajoute un autre ou 2 autres, entre guillemets, c'est pas techniquement un souci. Après, bien sûr, il faut avoir envisagé les règles et les droits, et à quel droit d'écriture on peut être sur l'automate. Mais c'est tout à fait, techniquement, c'est déjà faisable largement aujourd'hui. Alors, j'ai pas trop compris sur la couche IP sans bus aval. Oui, mais c'est tout à fait possible maintenant de ne plus avoir de bus terrain. C'est difficile. Les bus terrain, je pense par exemple à tout ce qui est luminaire. Tous les luminaires ne sont pas forcément connectés en IP, même si c'est possible. Après, il y a une question de coût derrière. Une perte torsadée ou un câble Ethernet au mètre, ça coûte absolument pas le même prix. Et quand on voit les kilomètres et les kilomètres de câbles qu'on peut avoir dans un bâtiment, il y a aussi, pour le coup, des questions de coût sur le câble. Et puis, un luminaire connecté en IP ne vaut pas le même prix qu'un luminaire connecté simplement avec une petite perte torsadée. Voilà, donc il y a quand même des questions de coût derrière, et il faut essayer de s'adapter aussi à l'existant. Donc, si tout est IP, nous on est heureux. Si tout n'est pas IP, mais qu'il y a des automates qui font la conversion, ça marche aussi. Voilà, ça marche aussi. Le replay sera envoyé. Je pense que je vais arrêter parce que on va un petit peu trop loin. J'ai peut-être 2-3 questions en plus. Je vais en profiter au cas où. De toute façon, ce sera enregistré. J'y réponds et puis comme ça, vous aurez dans le replay les réponses. Est-ce que cela ne serait pas plus simple si le monde de la GTB décidait d'une convention de nommage des points GTB intégrant, contextualiser le bâtiment? Oui, alors c'est pas forcément au monde de la GTB de l'imposer, cette convention de nommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque intégrateur GTB a sa propre convention de nommage. Ils sont obligés de l'avoir, ne serait-ce que pour leurs propres besoins d'intégration. Et si vous regardez, on a discuté avec beaucoup d'intégrateurs GTB finalement, et au fait, elles se ressemblent. Il y a quand même des choses qui reviennent. Donc oui, ce serait possible de prévoir ces conventions de nommage. Dans les nouveaux bâtiments, pas dans les bâtiments existants, bien sûr, ce serait possible, et en tout cas, c'est un vrai principe. Mais je pense qu'on arrivera un peu, ça va se faire de manière progressive, un peu comme sur les BIM. Le BIM, chaque
gestionnaire de patrimoine qui a une stratégie de digitalisation a mis en œuvre sa charte BIM. Et donc, on met en place une charte avec des conventions de nommage. Elle peut être, entre guillemets, elle n'est pas forcément partagée tout de suite. Ce qui compte, c'est qu'on puisse la récupérer quand même. Ce qui compte, c'est vraiment qu'elle puisse être exposée de la même manière que je vais avoir des API ouvertes et documentées. Ben, si j'ai mis en place des conventions de nommage, il faut que ces conventions ou les règles de nommage soient présentes dans les DOE et qu'ils soient partagées. Voilà. Et après, si on peut en plus arriver à un standard international, ce serait bien. Ça met du temps, toujours, et donc il faut aussi s'adapter entre-temps, voilà, c'est compliqué. Enfin, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent évoluer, mais je pense que ce serait possible, et c'est un des travaux, évidemment, sur lequel je pense la SBA va se pencher d'ici peu de temps. Voilà, et puis peut-être une dernière question. Les données doivent être la propriété du client. Le bac doit suivre l'énergie et permettant d'évaluer la performance. Alors sur la propriété des données, c'est pas si simple que ça. Quand on partage des données entre deux systèmes, à un moment, elles se retrouvent répliquées sur deux systèmes. Donc ce qu'on doit créer, c'est des contrats de partage et des contrats d'échange de données. Ça, c'est très, très important. Et typiquement, formaliser ces contrats de partage et d'échange. Quand on dit la donnée doit être propriété du client, mais dans un bâtiment, il y a plusieurs personnes, hein. Il y a le propriétaire, il y a le locataire. Les données GTB, la GTB, c'est un système qui appartient souvent au propriétaire. Donc, les données sont maîtrisées par le propriétaire, mais c'est des données qui sont utiles au locataire et potentiellement certaines sont produites même par le locataire. Donc, en fait, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des systèmes qui sont propriétaires. La donnée, elle, n'est pas forcément propriétaire tout de suite, mais en tout cas, cette réflexion autour de qui est propriétaire de cette donnée, quels sont les contrats de partage et d'échange, et une fois qu'on a partagé des données, la donnée répliquée, comment elle est gérée, ça, c'est quelque chose qui est d'ordre juridique, qui est très important, mais qui a aussi comment dire, enfin, qui a aussi pas une conclusion, mais voilà, une conséquence technique concrète qui est que bah, mettre en place des API, c'est bien, mais mettre en place de l'API management, c'est-à-dire qui a le droit d'utiliser l'API, pourquoi, et qu'est-ce que vous faites des données, comment on peut structurer ce contrat de partage de données. On en parle aussi dans le livre blanc BOSS qui va sortir, on essaie d'accélérer, mais c'est effectivement une chose excessivement importante quand on sait que la donnée a une importance de plus en plus importante. Enfin, je dis le même mot 5 fois, mais ouais, effectivement, ce contrat d'échange de données, c'est un gros travail à mener en tout cas, et un travail important. Bon, écoutez, ah oui, enfin, on parle de la donnée GTB, mais pas que la donnée GTB, il y a aussi toutes les autres données. Donc, je pense que voilà, faut pas se limiter à la GTB. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer. En fait, la GTB, c'est qu'une partie. C'est beaucoup, hein, c'est très important, mais c'est qu'une partie des données du bâtiment. Et vous voyez que tous les blocs que je vous ai mis ici, tout ce qui est blanc, produit de la donnée. Tout. Et en fait, il n'y a pas que les données GTB comme données importantes. Des données GMAO, des données d'IWMS, des données de géolocalisation, des données IoT sont aussi importantes, des données BIM sont aussi importantes que les données GTB. Et avoir cette vision globale, c'est aussi comprendre que du smart, c'est pas que de la GTB. Du smart, c'est un grand nombre de services et que tout le monde produit de la donnée. Et globalement, au final, la GTB, c'est un dixième des données. Écoutez, je vous remercie. J'ai largement, largement, largement débordé, donc je vous remercie énormément d'être resté jusque-là. Le webinaire sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube de Spinalcom. Donc je vous engage à le partager, à la regarder, à en parler autour de vous. On fera un petit post LinkedIn aussi là-dessus. Et puis surtout, si vous avez d'autres questions, on essaie de rester disponible, soit via LinkedIn, on l'utilise beaucoup, soit par mail. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour nous poser des questions. Merci beaucoup.